Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. On n'espère pas faire d'erreurs. En tout cas, avec un maximum de bonnes intentions, on a quand même moins de chances d'en faire. De toute façon, toutes les erreurs qui sont faites dans la boîte, il y a un seul responsable, c'est moi, je ne veux pas tromper. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs agitées. Aujourd'hui, à mon micro, j'accueille Michel Clerc. Michel Clerc est le DG de Médicis, une mutuelle du groupe Malakoff Humanis. Avec Michel, nous allons comprendre comment organiser un déménagement d'entreprise. Comment faire de ce déménagement d'entreprise une véritable conduite de changement, un projet stratégique et une aventure humaine. Oui, c'est cette aventure que je vous propose de partager avec nous. Je vous souhaite une très belle écoute. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Clerc, directeur général de chez Médicis, une structure mutualiste spécialisée dans la retraite complémentaire des indépendants, qui fait partie du groupe Malakoff Humanis. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va tenter de répondre ensemble à une question d'actualité. On va se parler déménagement d'entreprise. Donc, on va répondre ensemble à la question comment changer de locaux sans perturber ses collaborateurs, comment les préparer au déménagement. Depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a de nombreuses entreprises qui ont décidé de changer leur implantation d'entreprise, souvent aussi liées au déploiement massif du télétravail. Mais c'est vrai qu'un déménagement, ça peut être un véritable bouleversement pour les employés. Ça change leur habitude, leur repère professionnel, mais aussi personnel. Et je sais que tu t'es posé plein de questions et on va partager ensemble aujourd'hui. Et tu vas également partager avec nous à la fois tes réflexions, mais aussi tes conseils pour organiser au mieux ces déménagements d'entreprise. Avant tout, je vais te poser la traditionnelle question de ce podcast. Quand je te dis valeurs agitées, à quoi tu penses ? Alors, je pense à quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Je pense à quelque chose qui consiste à partager des expériences, à partager du vécu finalement entre des personnes qui en ont. Moi, j'aime assez casser les codes sans aucune prétention. Je suis pas très à l'aise dans le suivisme de ce qui se fait. Vous savez, il y a peut-être toujours quelqu'un d'assez agaçant dans un groupe qui dit mais pourquoi ? Et souvent c'est moi. Peut-être que dans Valeurs agitées, ça sera plutôt considéré comme la bonne attitude, parce qu'il y a des endroits où ça l'est pas, je confirme. C'est ça, c'est exactement l'idée, c'est d'essayer de bousculer un peu les codes et quelque part sortir du prêt à penser et s'autoriser la réflexion de fond et se réinterroger sur nos pratiques pour essayer, parce que de toute façon le monde du travail il évolue, c'est aussi essayer de s'y adapter. Merci de t'être prêté à cette première question, ça nous permet de nous mettre un peu en jambes. Et je te propose maintenant de s'intéresser à ta conduite de changement. Je voudrais savoir comment tu as préparé tes salariés au déménagement de ton entreprise. Et la première question que j'ai, c'est qui a pris la décision et pourquoi ce déménagement ? Alors, qui prend la décision formellement, c'est, alors suivant les structures, c'est le directeur général. Sachant que dans une mutuelle, comme c'est le cas chez moi, il y a des élus. Donc, je dirais que j'ai porté la problématique au niveau du conseil d'administration, de mon président. Et on a partagé, alors c'était pas une discussion d'une seule fois, c'est une lente évolution qui d'abord est venue d'une bête problématique très classique, je dirais, pour une entreprise. On était propriétaire, effectivement, d'un immeuble entier. C'est bien, dans le 16e arrondissement, c'est une adresse. Ça a toujours été comme ça et ça a toujours fait partie des choses qui n'ont jamais été finalement interrogées. Sauf que, d'abord, c'est bien d'avoir une adresse qui en jette quand on a quasiment aucun public qui vient sur place, donc on peut déjà se poser la question. Et puis deux, dans un monde qui change et avec l'arrivée, chez nous comme ailleurs,
assez massive et généralisée du télétravail, je dirais que notre très bel immeuble bourgeois bien cossu est devenu plus ou moins la maison fantôme, une espèce d'attraction qui aurait plus sa place un petit peu plus à l'est de chez nous à Disney que dans le monde de l'entreprise, parce que les journées tout seul à un étage, les journées où on a cru entendre, où on ne sait pas trop si truc ou bidule est là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément les outils pour le tracer, les fois où on s'est emmêlé les pieds parce que c'était en présentiel, je croyais que c'était en distanciel. Bref, on s'est retrouvé avec quelque chose qui coûtait cher, qui était complètement inadapté et qui finalement était en train de créer un mal-être, un isolement, une destruction d'entreprise. Nous, on a une PME de l'assurance, on est une petite soixantaine de salariés. Notre force, ça a toujours été le fait que c'est une équipe finalement à taille humaine qui peut être très réactive à condition qu'elle joue, qu'elle n'oublie pas que le sport au bureau, c'est un sport collectif. Le collectif, là, il était tout simplement mis à mal par sa géographie. C'est Napoléon qui avait dit que la force des nations se trouvait dans leur géographie. La force des entreprises aussi, finalement, parce qu'une géographie qui est mal maîtrisée, ça finit par créer finalement les effets inverses de ce que l'on souhaite. Donc on n'a pas eu trop de mal, en tout cas sur l'idée même que ça n'avait plus de sens de rester là, dans ces conditions-là. Je pense qu'on est plusieurs à avoir cheminé de la même manière. Et quand on en a parlé officiellement, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ça tombe bien, oui, c'est vrai que voilà. Donc ça, c'était quand même très facilité. Donc le contexte, le déménagement est presque devenu une évidence, quoi, c'est ça? Alors peut-être pas le déménagement, mais en tout cas qu'il fallait faire quelque chose, parce qu'on peut aussi rester sur place et puis réorganiser les choses. On n'était pas encore au déménagement. On était sur là ça va plus, quoi. Voilà, ça va plus, faut faire quelque chose. On est sur une structure très classique où on avait beaucoup de place, on était très à l'aise. Donc c'est sûr que quand c'est du point de vue coût qu'on regardait ça, c'était déjà un gros problème. Mais ça fait un certain temps qu'on le savait. Et puis au-delà des coûts, parce que les coûts, ça parle pas à tout le monde dans une boîte. Voilà, c'est souvent des problématiques de quelques personnes. Au-delà de ça, c'était malaisant, quoi, à la fin, parce que oui, ces grands espaces vides, ça finissait par faire une entreprise fantôme. Il y avait des jours où c'était quand même, je ne sais pas, moi, on pouvait être allé le vendredi après-midi, des fois on n'était même pas 10 sur le site, on avait quand même 5 étages, donc c'était juste n'importe quoi. Donc nous, il y a un moment donné, on va dire que il faut faire quelque chose, ça n'a pas été compliqué. Là où on revient sur un vrai projet, des vraies questions, et où on identifie des vrais freins si on n'arrive pas à les lever, c'est quand on commence effectivement à proposer des choses. Comment, une fois que la décision elle est prise, une fois que l'évolution des locaux est prise, comment tu t'y es pris? Bon, on a quand même, je dirais, on a les inconvénients de notre petite taille, mais on a les facilités de notre petite taille. Donc c'est pas très compliqué. C'est pas pour autant que tout le monde le fait. Mais c'est pas très compliqué chez nous. C'est pas très compliqué chez nous, je dirais, de dialoguer et de partager un certain nombre de réflexions, de discussions. Bon, ça a commencé à infuser. D'abord, on utilise les structures telles qu'elles sont, un comité de direction, pour essayer effectivement déjà de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, c'est vrai que assez rapidement, la volonté, ça a été de dire, on a plusieurs choses si on voit un déménagement au sens large, en fait, c'est plus qu'un déménagement. On a plusieurs logiques qui se mêlent et du coup, on se retrouve on questionne notre géographie, on questionne notre organisation de travail, on questionne notre adaptation au monde d'aujourd'hui. Alors, on avait mangé le confinement et on avait découvert un outil qui était très peu connu avant et qui est devenu l'outil plus incontournable dans le monde d'aujourd'hui, c'est Teams. La visioconférence, moi, c'est quelque chose que je ne pratiquais pas du tout avant le confinement, mais jamais. Et comme tout le monde, on s'est finalement très vite adapté. C'est ça qui est toujours encourageant chez l'être humain. Quand on n'a pas le choix, en tout cas, on est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais réussi, même à semi-négocier, si on n'était pas sous contrainte. Parce que là, sinon, on ne peut plus travailler. Donc effectivement, on a vu l'évolution des outils. Et on s'est dit, attends, c'est un projet global, c'est un projet d'entreprise. Parce que la géographie, l'organisation informatique, les outils, la manière de travailler, ça fait quand même beaucoup de choses. Et on s'est dit, attends, si on remue tout ça et qu'on essaye de faire passer ça sous un simple déménagement, finalement, ça va nous péter à la figure parce que c'est beaucoup plus
qu'un simple déménagement. En quoi c'est plus qu'un simple déménagement ? Alors, on aurait été déjà une entreprise avec une activité peut-être un peu plus start-up ou dans des métiers qui sont plus récents ou plus up-to-date, où on n'aurait, par exemple, pas eu la révolution du nomadisme informatique à achever. J'aurais peut-être pas dit ça. Mais nous, on était dans notre immeuble classique, avec nos bureaux individuels classiques. On avait accéléré le fait que tout le monde ait un PC portable au début du confinement, parce que sinon c'était pas possible de mettre tous les salariés au télétravail. Mais pour autant, on avait toujours des tours et des écrans au bureau. Bref, c'était plus cohérent du tout. À la fin, c'était plus le DSI. Il disait mais moi je suis plus DSI, je gère un magasin d'arty ici. Finalement il y a des gens qui sont suréquipés. Alors il y en a qui utilisent leur téléphone portable pour faire ça, d'autres ils ont un PC portable mais ils l'utilisent pas. En tout cas pas pour faire ça. Il y en a qui préfèrent utiliser un PC fixe. Bref, finalement chacun faisait ce qu'il voulait avec une pléthore de matériel de générations différentes, qui finalement n'étaient pas tous capables de bien dialoguer entre eux. Donc nous, on a eu en même temps ce virage à prendre en disant on va partir d'une feuille blanche et on va en profiter aussi, dessiner, expliquer, convenir de la manière dont on va travailler et avec quels équipements en même temps. Et qui est-ce qui se met autour de la page blanche pour l'écrire, ce projet ? D'abord, moi j'ai proposé que ce soit un projet d'entreprise. Là aussi, tout le monde ne le fait pas et tout le monde n'a pas forcément les moyens ou l'envie d'investir pour le faire. Moi, j'aime bien confier les choses qui relèvent d'un métier à ceux qui le possèdent, si moi j'estime que je ne le possède pas. Je ne suis pas spécialiste de ce genre de projet. Je peux les comprendre intellectuellement, c'est ma responsabilité de les faire bouger, mais pour autant, je n'ai personne dans la maison qui est capable de me traiter ça de manière professionnelle. Tu as été amené à rechercher des ressources externes, c'est ça ? Oui. D'abord, j'ai posé des questions autour de moi. Moi, je suis et pourquoi ? Donc, et pourquoi ? Donc, j'en ai parlé à des collègues, à d'autres entreprises. On peut aller sur certains salons, on est quand même aujourd'hui à une époque où c'est assez facile d'avoir l'information. Donc déjà, je me suis quand même fait un peu la caisse sur comment on fait tout ça, quelles sont les questions importantes, quelles sont les possibilités. On est allé visiter, je suis allé sur par exemple le showroom Orange dans leurs nouveaux et superbes locaux sur leur nouveau siège. C'est exceptionnel à voir. Si on veut avoir une idée de l'entreprise de demain, ils ont un étage entier pour le faire. Je suis allé au showroom de Samsung aussi pour avoir des idées sur les écrans. Comme on travaillait avec Xerox pour les copieurs et que Xerox avait aussi des solutions, on est allé chez eux. Quand on commence à poser des questions, on s'aperçoit qu'on a déjà plein de prestataires et de partenaires pour lesquels on pense qu'ils ne font que ça. Par exemple, Xerox ne fait que des copieurs, mais pas du tout. Bien entendu, ce sont des entreprises qui font beaucoup d'autres choses et qui nous montrent des possibles. Donc on s'est documenté. Ça n'a pas pris 3 ans. On s'est documenté. Et à partir de là, on a défini une méthode. Et ça, on l'a défini ensemble. Je veux dire, en comité de direction, on a discuté entre nous et on a défini une méthode. La méthode, c'était déjà de choisir un conseil. Donc, on a choisi une agence spécialisée en aménagement de bureaux, qui effectivement a pu intégrer en tout cas les savoirs d'aujourd'hui. C'est-à-dire, sa première réflexion, ça a été de dire comment vous voulez travailler. Avec quoi vous voulez travailler. Donc, à partir de là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des professionnels, et c'est le cas de quasiment toutes les agences aujourd'hui d'aménagement, qui intègrent aussi bien les dimensions bureautiques, informatiques, je dirais management ou animation des équipes si on le souhaite. Donc finalement, on aime bien organiser des appels d'offres. Donc, on a cherché, on a sélectionné 3 agences différentes. On les a fait plancher, on leur a demandé de nous faire des propositions. Moi, j'avais réuni un comité projet, c'est-à-dire que tout bêtement, j'ai mis dans un comité projet les personnes dans l'entreprise qui auront du travail de par leurs compétences, aussi bien sur l'informatique, sur l'administration générale, sur les ressources humaines, parce que en même temps, 3e chose, il n'y avait pas que le déménagement, il n'y avait pas que l'informatique, il y avait la mise en œuvre de l'accord de télétravail. Donc il est bien entendu que suivant la dimension de l'accord de télétravail, le dimensionnement des locaux n'est plus le même. Donc à partir de là, j'ai simplement réuni ce qu'on appelle une équipe projet, et il n'y a rien d'extraordinaire, 4 ou 5 personnes, et j'avais au moins autour de moi mes adjoints qui étaient spécialement concernés par le sujet. J'avais vu 3 familles, l'informatique, l'administration générale et les moyens généraux qui sont la même personne,
Et puis, la communication interne. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà en tête l'idée que ce serait un projet d'entreprise et qu'on allait beaucoup communiquer, beaucoup associer, de manière à finalement faire en sorte que ce ne soit pas mon déménagement, mais que ce soit notre déménagement, et que la future Médicis qui sortirait de ces cartons-là soit bien l'entreprise de tout le monde, où le plus de personnes possible auraient participé à quelque chose, soit en fonction de leur métier, soit tout simplement parce qu'à un moment donné, on leur proposerait, on demanderait des volontaires pour faire des choses. Alors du coup, je me permets de te couper 2 secondes. Oui. Dans ton comité de projet, donc tu mets en place des personnes qui sont plutôt des personnes qui vont t'aider à la décision et qui vont être eux-mêmes responsables d'un certain nombre de pans d'activités importants touchés par... c'est leur métier, c'est leur métier. Je prends les gens dont c'est déjà le métier. Voilà, des experts. Pourquoi ne pas avoir proposé, justement tu parlais de volontariat, pourquoi ne pas avoir proposé à des salariés volontaires de rejoindre ce comité de projet ? Alors je l'ai fait après, c'est-à-dire il faut un comité de projet pour mener ce qui est quand même un chantier très important. Il y a des budgets à respecter, il y a un timing à respecter, il y avait toute une salle informatique à virtualiser et non pas à délocaliser. Donc c'était quand même, je dirais, c'est une aventure qui s'est étalée sur 1 an et demi. Donc à partir de là, il me fallait quand même des personnes dont le métier permettait que le projet serait tenu et ne partirait pas en live. Ça, je pense que c'est une question de métier et pas de volontariat. Le volontariat, il est dans « dessine-moi une entreprise ». Le volontariat, il est dans demain, vous voulez quoi comme ambiance, comme architecture, comme type de locaux, quelles sont les choses qui vous font peur, quelles sont les choses qui vous séduisent. On avait bien compris, comme tout le monde, à cette époque-là, donc on est juste à la sortie du confinement, qu'il y avait un défi désormais pour les entreprises, c'était de réenchanter le bureau et de faire en sorte que les gens aient envie de venir au bureau et pas de rester chez eux. Puisqu'on avait vite vu qu'il y a des personnes, si on les écoutait, on les revoyait plus jamais. Tous ceux qui bossent en mode expert, tous ceux qui sont plutôt des gens qui travaillent, qui délivrent seuls, ces gens-là, finalement, ils peuvent télétravailler quasiment tout le temps. Et ils aiment ça. Et si on les écoutait, on les revoyait plus. Pour toi, le risque, c'était quoi ? Il n'y a plus d'entreprise. Moi, j'ai pas, je dirais, assez de salariés pour avoir une équipe type et puis pour avoir une équipe de remplaçants. Donc, chez nous, le management, c'est 1 + 1 = 3. J'ai pas le choix. Ce qu'on ne sait pas compter, c'est que je compte sur notre dynamique collective pour finalement produire un résultat qui est supérieur à l'addition toute simple et toute bête de mes salariés. Quand on est 55, on doit produire le travail de 100. Parce que moi, j'ai pas les moyens de recruter 100 personnes. Donc, ça veut dire que quand j'ai quelqu'un de malade, j'ai pas de remplaçant. Quand j'ai quelqu'un qui est débordé, la personne est débordée. J'ai pas forcément, je dirais, toujours une capacité de couvrir. Donc, voilà, je veux dire, à partir de là, moi, je peux pas me permettre qu'il y ait 2 entreprises. Au bureau, les gens qui sont contents de venir parce que chez eux, ils ont une tête comme une pastèque et qui télétravaillent mal ou qu'ils en ont marre et qu'ils ont envie de sortir de chez eux. Et puis, ceux qui finalement veulent rester à la maison. Ce qui explique que de toute façon, dès le début, nous, on a un accord d'entreprise à 2 jours par semaine, plus un panier de 20 jours qui est à la main des managers pour réguler les équipes, mais qu'on n'a pas voulu plus. Et notamment, on voyait bien dans le monde des assurances, moi, il y a un moment donné, je me suis tapé tous les accords de télétravail de mon secteur. J'en ai examiné 26. La plupart sont des grands groupes. La plupart sont à 4 jours par semaine. Moi, je peux pas. Une PME à 4 jours par semaine, elle est morte. Voilà, c'est tout. Moi, ma seule force, c'est que c'est petit et rapide. C'est petit et réactif. Je vois vraiment pas comment on peut être réactif si on se voit pas raisonnablement pour réfléchir ensemble, pour partager ensemble. Simplement, il faut une bonne organisation, c'est-à-dire que des réflexions solitaires ou des tâches de production, ça peut se faire parfaitement bien en télétravail, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire en présentiel. Donc, du coup, il fallait qu'on crée un cadre qui donne envie de travailler aux gens. Alors, envie de travailler aux gens, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des paniers de fruits et des baby-food dans tous les coins. Faut aussi arrêter de prendre les salariés pour des gamins ou pour des abrutis. Ça fait partie, je dirais, de l'ambiance, on va dire. Ça peut être un élément de signature, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est un bureau pour quoi faire. Et là, on avait à la fois des ressorts individuels pour se dire, une fois qu'on avait
essayer de regarder si on pouvait réaménager notre immeuble, voire se serrer un peu pour louer une partie. Bon, on s'est rendu compte que c'était un immeuble qui était plutôt fait pour un mono-occupant, donc c'était pas possible, il y avait trop de travaux. Donc là, on s'est dit, on s'en va. Alors déjà, quand on s'en va, on a un certain nombre de déçus. Tous ceux qui adorent l'immeuble. Ceux-là, il faudra les gérer. On en reparlera après, parce que sinon, ça va être, si on les gère pas d'entrée, ça va être des gens qui vont vous plomber le projet. Parce que ceux-là, ils comprennent pas tout. J'allais te poser la question, comment tu as évalué l'impact de ce déménagement sur la motivation ou l'efficacité de tes collaborateurs? Est-ce que tu as procédé par un questionnaire? Est-ce que tu as fait des sondages un peu en off sur les temps informels? Enfin, comment tu as procédé? J'ai fait deux choses. D'abord, j'ai utilisé mon comité projet pour bien sensibiliser la hiérarchie sur une écoute et une pédagogie et une explication nécessaire au sein de leurs équipes pour bien expliquer pourquoi on partait et pour recueillir les réactions. Et ensuite, écoutez, moi, dans une petite entreprise, j'ai la chance, j'ai pas de lutte des classes chez moi, j'ai un CSE qui est très actif et à qui je fais entièrement confiance. D'ailleurs, une personne qui est au CSE a très vite été, je dirais, intégrée sur les questions essentielles. Et j'ai demandé finalement au CSE de me dire ce que les gens en pensaient, hors voie hiérarchique. À partir de là, comme les gens ont l'habitude, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne, donc les gens ont l'habitude de s'exprimer. Il y a des gens qui clairement ont marqué une déception très humaine, parce qu'il y avait un fort attachement pour quelques personnes sur cet immeuble. Et puis il y en a d'autres, mais qui étaient contents de partir, mais alors des vrais gamins. Si ça pouvait être prêt la semaine prochaine, c'était super. Donc j'avais un mélange d'enthousiasme et puis de gens avec qui il fallait expliquer, dialoguer, voire donner quelques garanties, parce qu'on avait vite identifié ce qui leur faisait peur. Et finalement, ce qui leur faisait peur, c'est que c'était pas qu'un déménagement. C'était quoi les freins ou les motifs de résistance que tu as pu rencontrer? Là, l'attachement de l'immeuble, c'est que nous, on était là depuis 2004, donc on avait vieilli dans notre jus, et on a eu une mise à jour un peu violente, en ce sens que le premier travail de l'agent qu'on a finalement choisi, c'est de nous expliquer le monde de bureau d'aujourd'hui. Et là, on est arrivé, l'agence a eu, je dirais, l'intelligence de ne pas faire du prêt-à-penser, et ça, c'est pas forcément facile à trouver. Et on est arrivé dans les tendances qui fait qu'une entreprise, ça doit être organisé comme ça, et pas autrement. Et on est arrivé dans un truc dont tout le monde avait entendu parler, mais dont finalement assez peu de personnes savaient exactement ce que c'était, le flex. Et le flex, pour certains, c'est un coup de fouet qu'ils m'ont pris dans la gueule, en disant, là j'avais un bureau de 12 mètres carrés, que j'avais éventuellement personnalisé si c'est mon truc, et je vais me retrouver dans une espèce de maison d'abattage, où ça va être la course le matin pour avoir la meilleure place, etc., etc. Donc c'est ça qu'ils avaient en tête. Et donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est d'abord expliquer que ce serait notre projet et pas un projet à la mode. Et de démystifier le flex et de reprendre les choses du point de vue uniquement de l'expression de nos besoins. Ça a été évidemment le premier travail de l'agence, en disant, attendez, il y a des tas d'organisations possibles. Il y a eu des tas de générations d'organisations. Il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Ça dépend simplement de vous et de ce que vous voulez faire. Ça, c'était quand même un élément de rassurance. Et moi, j'ai donné des garanties en disant que de toute façon, on déciderait que les gens seraient évidemment plus que tenus au courant, ils seraient même associés, puisqu'on a très vite désigné des ambassadeurs sur la base de volontaires et à qui on a proposé un certain nombre de missions dans le projet. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est qu'il y a du boulot à faire dans le projet et qu'on va, notamment sur des sujets que l'on estime un peu sensibles, on va lui proposer de s'en occuper. Alors, on a voulu savoir qui était volontaire. Et bien, sur 55 salariés, on a eu 15 volontaires. Donc, beaucoup d'ambassadeurs. Ça, c'était déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, c'est bien d'avoir des ambassadeurs, mais ils vont faire quoi? Alors, ils l'ont vu, finalement. Dès lors qu'on avait eu une expression des besoins, ils ont été au courant de l'expression des besoins. Et ensuite, on a organisé des réunions, de toute façon, dans l'entreprise pour expliquer ce qui ressortait de l'expression des besoins. Et l'expression des besoins, finalement, disait, on a bien compris qu'il faut de la souplesse. Moi, je leur prenais toujours l'exemple. L'entreprise dans laquelle on est, alors je parle de mon ancien immeuble,
C'est comme si on avait loué une chambre d'hôtel 30 jours et qu'on n'y était que 15 jours. Vous comprenez bien que c'est pas juste une obsession comptable, c'est du gaspillage. Les mètres carrés doivent être beaucoup mieux utilisés. À partir de là, les mètres carrés ne peuvent plus être privatisés. C'est-à-dire que la notion de bureau avec le nom sur la porte, c'est fini. Ça a été, je dirais, certainement le point, pas le plus compliqué, mais sur lequel il a fallu le plus insister parce que c'est la colonne vertébrale de tout. Si on ne maîtrise pas ça, on ne maîtrise pas la suite. Donc, c'est fini d'avoir un nom sur une porte et c'est fini pour tout le monde. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Les projets pour les autres, moi personnellement, j'aime pas beaucoup. Je suis pas un professionnel du management. Moi, j'ai toujours raisonné finalement comme un parent. En tant que patron, c'est de dire, si je suis pas exemplaire moi-même de ce que je demande aux autres, je vois pas trop comment ça va marcher. Donc évidemment, la première chose que j'ai dite, c'est que moi-même, je n'aurai pas de nom sur la porte. Et mon président, qui est un élu, est arrivé derrière en disant, bon, moi je suis pas habitué à un univers de bureau, hein, moi j'ai des travailleurs indépendants, mon président est boulanger. Donc vous pensez bien que... Mais il a dit, mais moi je ferai comme tout le monde. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je prendrai le train comme tout le monde. C'est normal, c'est comme ça que ça va marcher. Donc déjà on présentait des garanties en disant, on est tous dans le même truc, on va y arriver ensemble et il y a des règles qu'on va définir tous ensemble et elles seront applicables à tous. Ensuite, il a fallu que l'agence nous explique un certain nombre de choses. On a vite arrivé à ces notions de posture de travail et non pas seulement de poste de travail. Là, les gens ont dû comprendre qu'avant, en dehors d'une grande réunion, ils faisaient tout au même endroit. Et que demain, ils allaient devoir se déplacer dans un nouveau site qui proposerait différentes configurations en fonction des besoins. Et que finalement, une journée, en fonction de ce qu'on a à y faire, ça peut consister à s'asseoir dans une certaine zone pour faire une note, par exemple, à aller dans une salle de réunion avec 3 ou 4 personnes parce que c'est une petite réunion et que j'ai réservé cette salle, parce que si je la réserve pas, quelqu'un aurait pu s'y mettre. Et j'ai fini dans une salle plus grande parce que j'avais une réunion plus grande avec des extérieurs, sachant qu'entre les deux, bien entendu, j'ai fait une visio. Et que cette visio, je l'ai faite dans un truc. On n'aurait jamais cru au début, maintenant, on a l'impression qu'on vit toujours avec, mais au début, un truc qui ressemble à une espèce de compartiment SNCF complètement fermé pour 2 personnes, dans lequel, effectivement, on peut faire une visio et parler aussi fort qu'on veut, sans qu'absolument personne ne vous entende à l'extérieur, avec un air filtré, etc., etc. Ces fameuses cabines. Comment un salarié qui a eu l'habitude d'avoir son bureau privé, les photos de ses enfants, avec, quand je dis ça c'est un peu caricatural, mais avec ses habitudes de quotidien, avec un bureau cloisonné, comment il fait pour s'adapter à un open space ou à un bureau effectivement flexible? Comment concrètement on l'accompagne dans ce changement qui est important pour lui dans son quotidien? Ça change tout. D'abord, il y a une lente décantation. Je veux dire, c'est un projet d'entreprise, donc c'est comme un bon vin. Toutes les réalités vont pas être admises en une seule réunion. Il faut s'y faire. Il faut se faire à l'idée. Il faut en discuter entre les uns avec les autres. Il faut échanger des expériences. Il faut faire part de ses réticences. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui n'avaient rien à faire d'avoir un bureau à eux et qui sont contents de ça. Et puis, on s'aperçoit qu'il y en a, par contre, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, faut pas se mentir. Une fois qu'on y est, ça reste toujours un petit peu compliqué. Et dès lors qu'on a un contrat commun, et qu'on a des salariés qui ont été impliqués, ont été vraiment dans le truc, et surtout, si on a vraiment écouté ce qu'ils ont dit, et pas seulement fait semblant d'écouter, écouter ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire, X ou Y, j'ai bien compris ce qui vous fait peur, si on le fait comme ça, est-ce que ça serait bien? Et là, la personne va vous dire, alors si on le fait comme ça, c'est déjà mieux. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ok, est-ce que ça me gêne, moi, de le faire comme ça? Est-ce que c'est gênant pour le projet? Non, c'est pas gênant. Il faut donner un peu de bande passante, il faut laisser quand même un peu de mou. Est-ce que je peux dire que finalement l'objectif, lui, a pas forcément été négocié? En tout cas, il a été décidé sur la base d'un raisonnement logique, cohérent, qui visait à un moment donné une optimisation des ressources que vous aviez, mais que finalement vous avez plutôt négocié la méthode, le moyen d'y parvenir. C'est pas une négociation, c'est qu'on a expliqué, on a montré les possibles. On a pris le pouls, noté ce qui passait bien, ce qui passait pas bien, retravaillé ce qui passait pas bien. Et à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise. Mais la décision, elle n'est pas prise comme ça. Elle est puissante parce qu'elle s'applique à tout le monde. Et elle est puissante parce que de toute façon, il y a beaucoup de volontaires qui sont dans le projet. Et ça montre bien que c'est un collectif qui est en train de bouger
avec une garantie que les règles de vie seraient écrites par les ambassadeurs et pas par la hiérarchie. Donc, on a tout intérêt à associer des gens. Très, très honnêtement, c'est valable dans ce type de projet comme dans, je dirais, le management de manière générale. On a tout intérêt à responsabiliser les gens et à les associer. Il faut, je pense, savoir donner un peu de mou pour obtenir ce genre de choses, parce qu'il y a des moments où le truc il marche tout seul et c'est quand même super facilitant, très gratifiant. Et honnêtement, quand on a vu la réaction d'abord des ambassadeurs, ensuite des salariés, la première fois qu'ils sont rentrés dans les nouveaux locaux, je veux dire ça, on sait qu'on l'a obtenu parce qu'on a été patient, parce qu'on a écouté, parce que parfois on a dit bon, écoute, la solution la plus efficace, ça serait d'y aller tout droit. On va juste prendre la solution d'à côté et c'est pas grave, mais au moins ça va nous permettre de laisser derrière nous ce truc-là qu'on va sinon trimballer tout le temps jusqu'au bout et qu'on aura encore après. Et finalement, c'est pas si grave que ça. Voilà. Il y a des choses qu'il faut pas lâcher, mais il y a des choses que l'on peut se permettre d'aménager, sans jeu de mots. C'est pas un échec, c'est pas une concession. C'est une adaptation, tout simplement. D'accord. Et comment tu fais face à une personne qui, par exemple, a la distance entre son lieu d'habitation et les locaux professionnels précédents était peut-être plus aisée pour elle? Forcément, hein, ça veut dire que je ne sais pas s'il y a beaucoup de distance par rapport aux deux emplacements, mais j'imagine que ça a un impact sur sa manière de venir travailler. On est petit, donc on avait forcément une facilité par rapport à d'autres, c'est que nous, on a rentré toutes les adresses personnelles de tous les salariés. On a calculé les temps de trajet et on a visité, alors le comité projet a visité plus de 10 sites, puisque l'idée c'était non pas de racheter quelque chose mais de louer, et on voulait un étage. Nous qui étions éparpillés façon puzzle un peu partout, en train de faire dans les couloirs pour voir s'il y avait quelqu'un, on s'est dit, on va tous se voir, ça nous est jamais arrivé, on veut un plateau. Et donc on avait calculé, on s'est retrouvés. Il y a eu une vraie contraction, on est passé de 2200 mètres carrés, mais qui était très très mal utilisé, à 850 mètres carrés. Donc ça fait une vraie contraction qui, eux, sont super bien utilisés à 10 cm près. Donc du coup, l'idée c'était de ne retenir en finale les deux sites qui cochaient toutes les cases sur ce qui avait été exprimé. Et l'une de ces cases était de ne pas modifier de plus de 20% le temps de trajet. Déjà, la première crainte des salariés, ça aurait été de sortir de Paris. Moi, je leur ai dit, l'entreprise peut faire l'effort de payer un loyer parisien à condition qu'on soit bon sur la réduction des mètres carrés. Donc, c'était très simple. Soit on bosse bien, et surtout les adeptes des bureaux individuels, soit ils comprennent bien qu'on ne pourra pas tout avoir. Voilà, ça, je leur ai pas laissé le choix. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez beaucoup de mètres carrés, on va être en première couronne, voire pire. Si vous voulez être parisien, qui était évidemment la meilleure solution pour les moyens de transport, dans ces cas-là, il y a une clé de réduction. Pourquoi ? Parce que j'avais déterminé un montant maximum de loyer. Donc j'aurais dit, écoutez, c'est pas compliqué, il faut que ça rentre dedans. Il n'y avait pas 36 solutions. Soit c'est beaucoup de mètres carrés, et dans ces cas-là, vous allez loin. Alors, même dans les entreprises où il y a beaucoup d'ambassadeurs, etc., il y a beaucoup de radio-lavabo. Michel a écrit dans tel journal interne qu'on cherchait un site francilien. Qu'est-ce que ça veut dire un site francilien ? Ça y est, tu vas voir, on est à Bobigny ou je sais pas trop où, alors que nous étions Paris 16, entre Iéna et Kléber. Tu vas voir, c'est ça. Alors, n'importe quoi, c'était pas le sujet. Mais en tout cas, j'avais une clé qui était très confortable pour moi en tant que patron, c'était de dire, écoutez, soit c'est la localisation, soit c'est les mètres carrés. Et de toute façon, ça peut pas être les deux, parce que ça rentre pas dans le prix. Et bien là, j'ai eu quand même un net mouvement d'accélération sur la localisation. Donc du coup, j'ai pu obtenir des clés de réduction de mètres carrés, qui fait qu'il fallait être efficace sur les espaces. Alors à partir de là, c'est sûr qu'on a vite fait la peau à presque tous les bureaux individuels, pas tous. J'y reviendrai. Il y a certains métiers, et non pas certains grades, certains métiers qui ont besoin, pour des raisons de confidentialité, d'avoir des bureaux individuels, mais finalement, on en a très peu. On en a 4. Donc, c'est pas beaucoup. Quels sont les métiers qui ont nécessité d'avoir des bureaux individuels ? DRH, effectivement, la DRH a un bureau beaucoup plus petit que le bureau qui était le sien avant. Donc c'est un bureau, c'est pas réservable par une autre personne qu'elle. Donc effectivement, il y a elle. Le responsable technique au niveau DSI, parce qu'il a beaucoup de matériel avec lui et qu'il va pas courir sans arrêt pour aller chercher son PC à démonter. Et puis ça vaut de l'argent, donc effectivement. Donc ça a vraiment rien à voir avec le grade, parce que c'est vraiment le DSI n'a pas de bureau. Par contre, son adjoint, lui, en a un. Donc on est vraiment sur des trucs. Et puis, on a créé quelque chose concernant le président et le directeur général, c'est-à-dire que c'est des zones pour une personne
qui sont... Alors, moi, j'ai un président donc qui, effectivement, n'est pas un salarié, ne l'a jamais été. Je ne vais pas lui demander non plus la lune, mais simplement, quand il est là, il est prioritaire dans une zone qui est en fait un bureau amélioré, un bureau un peu plus joli, qui nous sert de bureau de réception. Donc, il est là-dedans, et quand il n'est pas là, eh bien n'importe qui peut y aller. Donc, c'est admettre qu'il y a un statut, et le directeur général fonctionne pareil. Si je veux me mettre ailleurs, je me mets ailleurs. Par exemple, aujourd'hui, je suis en télétravail, j'ai donc, parce qu'il fallait s'équiper, j'ai un outil auquel tout le monde accède, sur son smartphone ou sur ses jouxteurs, pour ne pas le citer, qui permet de voir le site et qui a réservé. Moi, quand je suis là, je réserve. Et en règle générale, ce que je réserve, c'est toujours le même bureau. Mais quand je suis pas là, j'indique que la zone est libre. Donc aujourd'hui, je ne suis pas allé vérifier, mais aujourd'hui, il est très probable qu'il y ait quelqu'un dans le bureau où je suis d'habitude. Voilà. Est-ce que les gens osent réserver le bureau qui est habituellement occupé par le DG ? Aucun problème, d'autant que ce bureau n'a aucun signe distinctif, puisque l'une des règles, c'est que désormais, c'est comme à la piscine, on a un casier où on met nos effets personnels. Donc moi, dans les effets personnels, il y a aussi une partie de mon matériel, c'est-à-dire que j'ai un casque personnel, j'ai une autre tablette, une surface que je laisse au bureau, puisque j'ai mon iPad dans mon sac tous les jours. Donc effectivement, tout ça, je le laisse dans mon casier, avec je suis un grand buveur de thé, donc avec tout mon matériel, etc. Tout ça, c'est dans mon casier, c'est pas dans le bureau. Si tu rentres dans ce bureau-là, il n'y a rien. Il n'y a que des choses qui appartiennent à tout le monde, c'est-à-dire un pot de crayon, de stylo, des choses comme ça, mais il n'y a absolument rien qui est à moi. D'accord. Voilà. Et le principe du clean desk est un élément qui va avec la fin des bureaux individuels. N'importe qui doit pouvoir rentrer dans un bureau ici installé et laisser ce bureau dans l'état dans lequel il l'a trouvé, c'est-à-dire vide. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que tu réponds à un salarié qui pourrait se dire finalement on devient des numéros, on devient tout ça est très aseptisé et finalement on n'est plus vraiment reconnu pour la personne qu'on est. Oh, alors c'est pas aseptisé du tout. Il faudrait que tu vois les locaux. Je veux dire, honnêtement, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire des locaux très sympas, très accueillants, avec des tas de zones d'animation, des tas de zones de confort, des canapés, des tas d'événements qui désormais sont facilement partagés. Quand on met des règles de vie qui consistent à vouloir absolument le plus possible regrouper les gens, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, forcément, il faut donner des gages en face. Moi, les ambassadeurs ont proposé qu'il soit interdit qu'il y ait des machines à café partout, ce qu'on faisait avant dans les bureaux individuels, parce que sinon c'est le bazar. Et là, ça veut dire que c'est les gens qui amenaient leurs capsules de café, tout ça. Ben d'accord. Donc moi, en contrepartie, je finance les équipements et j'offre le café à tout le monde. Ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Donc c'est très accueillant. Très honnêtement, il y a des tas d'endroits où les gens se mettent et c'est très drôle de voir comme les gens s'approprient très vite les locaux. Il y a des gens qui s'amènent avec leur portable et qui bossent dans ce qu'on appelle la cuisine. Elle est pas mal, la cuisine. Il y a des gens qui sont au fond d'un canapé parce qu'ils ont reçu quelqu'un d'extérieur et ils discutent là-bas. Ils sont juste en train de faire une réunion. Il y a des gens qui sont dans une silent zone parce que ils ont donc une zone où on prend passer. Enfin, de toute façon, on prend nulle part les appels. Il y a des cabines pour ça. Donc à un endroit simplement où on fait pas de bruit du tout parce que c'est pour les gens qui ont besoin d'être au calme et d'écrire pendant 2 heures, par exemple, etc., etc. On n'a pas besoin finalement de leur dire trop faites ci, faites ça. On leur rappelle rapidement les règles communes que tout le monde a acceptées. Si elles ne sont pas respectées, c'est normal. Mais autrement, il faut laisser faire les gens. Et très, très honnêtement, il y a une appropriation ultra rapide. Et il y a des modes d'utilisation que finalement, on ne les avait même pas imaginés quand on a défini les conditions de vie. Parce que les gens sont aussi astucieux et on s'aperçoit que c'est plus simple de faire comme ça. Ce sont leurs locaux. Parce qu'on leur a bien fait comprendre que c'était à eux. Et c'est vrai, puisqu'ils ont participé au choix, aux ambiances, aux couleurs, à la disposition. Tout ça a été collectivisé. Et ça ne m'a pas coûté plus cher. Comment s'est organisé l'aménagement ? C'est-à-dire, qui a décidé de l'aménagement des locaux tels qu'ils sont ? Alors, on a le comité projet, c'est celui qui bosse sur tout le projet dans toutes ses caractéristiques. Donc, c'est ce petit groupe du début qui s'est visité tous les sites, qui, on avait dit, a sélectionné les 2 meilleurs, qui, eux, ensuite étaient vus par tout le monde. On a demandé l'avis de tout le monde. Et ensuite, même chose, il s'est tapé toutes les variantes d'aménagement possibles. Parce que, il y a des endroits... Alors d'abord, il fallait choisir l'architecture. Ce qui a été choisi, c'est du flex par territoire. C'est-à-dire que chaque direction a sa zone, mais à l'intérieur de la zone, il n'y a pas de place réservée. Il faut simplement dire, je suis là, puis aujourd'hui je me suis mis là, aujourd'hui je me suis mis là, aujourd'hui je me suis mis là.
quand une zone est pleine, s'il y a de la place dans une autre zone, on sort de la zone. Encore une fois, il n'y a pas de mur de Berlin à l'intérieur. Et puis ensuite, il y a toutes les zones communes qui ne sont pas réservables, qui sont des zones qui sont aussi bien des zones de détente que des zones de travail. Ça, c'est ce qui a été choisi. Donc, proposition du comité projet, d'abord au comité de direction, qui lui regarde plutôt les contraintes techniques. Ça rentre bien dans les cadres, c'est bien dans le budget qu'on avait dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai des élus, il ne faut pas les oublier, donc à un moment donné, il faut quand même que je montre aux élus, même si c'est pas eux qui vont y travailler, ce que ça donne. Dans une mutuelle, c'est important. Et puis, les ambassadeurs. Les ambassadeurs, effectivement, complètent finalement ce qu'on a dit. Une fois qu'on a un environnement, alors c'est là que la communication interne était importante, c'est que dans un projet long, il faut tenir les gens au courant. Parce que sinon, ils commencent à fantasmer parce qu'ils ne savent pas. À partir de là, ce qui est très sympa aujourd'hui, c'est qu'on faisait des teasings, on faisait des petits films, on faisait des comptes rendus de visite de site. Donc les gens, ils ont assisté à un reportage permanent sur la nouvelle Médicis. C'était facile de leur mettre l'eau à la bouche sur attention, demain, sur l'intranet, ne ratez pas la nouvelle vidéo sur les nouveaux projets d'aménagement. On leur a gardé quand même des éléments de surprise parce qu'on voulait quand même qu'à un moment donné, surtout qu'on a emménagé fin novembre, donc il y a un effet un peu Noël, en disant attendez, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est vraiment très beau et on est sûr que ça va vous plaire. Donc il y a quand même une partie des salariés, tous ceux qui n'étaient pas ambassadeurs, tout ça, tout le monde a joué le jeu. À un moment donné, on n'a plus montré. Il y a eu, on n'a plus montré à partir d'octobre, parce qu'en octobre-novembre, on a aménagé l'étage. Donc là, on n'a plus montré. Il y a seulement le comité projet et les ambassadeurs qui étaient au courant. Et donc, ça veut dire qu'il y avait 20 personnes qui étaient au courant sur 55. Et puis, un jour, on a dit à tout le monde, pas de télétravail aujourd'hui, vous êtes tous sur le nouveau site. On a d'abord fait une visite de quartier, parce qu'on changeait de quartier. Ça, chez moi, c'est le CSE qui s'occupe de tout ça, c'est ça qui est formidable. Ils avaient trouvé une troupe de comédiens qui leur racontaient le 17e arrondissement, puisqu'on est passé du 16 au 17, donc vous voyez que c'est pas le bagne. Hein. Et on est à côté du parc Monceau, et ensuite on est enfin rentré dans les locaux. Et là, on a su que ça allait bien se passer, quoi. Il faudrait surveiller les 2 ou 3 qui vraiment, on le sait, sur ça comme sur autre chose, ils ont du mal à s'adapter, mais ils sont pas de mauvaise volonté. Ok, c'est ce qu'on continue à faire, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est ça les grandes séquences de la construction finalement d'un site. J'avais une question tout à l'heure, tu disais que c'était un projet qui a duré 1 an et demi. Ouais. L'objectif que tu t'étais fixé ou que vous étiez fixé au sein du comité de direction ou avec les élus, c'était quel délai ? On avait l'immense chance de ne pas être pressé. On savait qu'on vendrait notre immeuble, on savait que c'est un très bel immeuble, que depuis le temps qu'on le possédait, et on connaît suffisamment le marché immobilier, que ça serait une opération très, très intéressante et très lucrative pour la mutuelle, donc c'était pas gênant. On était dans le confort, très honnêtement. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, j'en suis extrêmement conscient, mais moi je ne peux que raconter mon histoire à moi. Donc c'était celle-là, donc j'avais du temps. J'avais posé dès le début mes limites budgétaires, et c'est finalement le plus important. Donc sur les sous, j'étais tranquille parce que je savais qu'il n'y aurait pas de dérapage possible, et il n'y en a pas eu, du tout. Donc c'est ça aussi qui est la réussite du projet, hein, très honnêtement. Allez, si, j'ai eu 2%. 2% de problèmes techniques, en fait, qui n'en a pas. Mais voilà, en dehors de ça, on n'a absolument pas dérivé, mais j'avais du temps. À un moment donné, il a fallu quand même choisir une période qui correspondrait au rythme professionnel d'une assurance comme la nôtre. Donc il ne faut pas sortir. Bon, évidemment, on arrive en novembre, déjà ça grasse un petit peu sur tous les gens du chiffre. Il fallait pas sortir en clôture comptable, il fallait pas aménager en clôture comptable, tout ça. Un déménagement, quand on est depuis 20 ans au même endroit, c'est une sacrée aventure. On en a profité pour faire, je dirais vraiment, un tri énorme. L'idée, c'était clairement de ne pas amener des trucs qui ne servaient à rien dans un endroit où on aurait beaucoup moins de place. Donc ça aussi, je dirais, quitter un site, c'est un vrai projet dans le projet. Ça a été quand même une phase très importante aussi. À partir de là, les gens ensuite ont fait leur carton, sachant qu'il y avait très peu de cartons à la fin. Et tout ça a été transporté du jour au lendemain sur le nouveau site. Et on a eu, alors voilà, une dérive, une seule. On a eu 15 jours où on a dû mettre effectivement les gens en télétravail. Pourquoi ? Tout simplement parce que Orange ne peut pas travailler plus vite que la lumière et on n'avait pas d'internet sur le site. Donc seuls les gens qui avaient un téléphone professionnel, donc qui pouvaient faire un partage de connexion, étaient sur le site. Donc tout le comité de direction par exemple. Donc, nous on a été tout de suite sur le site. Mais il y a eu 15 jours où ensuite on a dit aux salariés, c'est bon, on a enfin de quoi travailler comme il faut, donc vous pouvez venir. Et début décembre 2022, tout le monde est arrivé. Et est-ce que y a eu un travail de numérisation ou on va dire de gestion électronique des documents en parallèle de ce projet ? Alors on a une JET depuis longtemps.
Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était par contre qu'il nous restait dans les stocks beaucoup de documents qui correspondaient à l'avant-GED, donc des vieux nanars. Et avec RGPD, on se doute bien qu'on avait aussi une superbe occasion de terminer, parce que les flux, ils étaient RGPDisés sans problème, et les stocks, il valait mieux, je dirais, que la CNIL ne vienne pas tout de suite. Donc, le déménagement est une superbe occasion pour achever la mise aux normes réglementaires. Et on s'en est pas privé. Donc, à partir de là, effectivement, c'est pour ça que je dis que le déménagement, quand on est une entreprise, quand on est assureur, c'est une sacrée aventure, surtout quand on est là depuis longtemps. Ça a été un très, très gros travail d'en finir avec un site pour arriver, pas les mains dans les poches, mais presque sur le nouveau site, où finalement, on avait peut-être 10% de ce qu'on avait avant. Vous dites que vous avez été accompagné, donc j'ai compris que c'était un accompagnement plutôt sur le volet aménagement des locaux, un volet très technique. Est-ce que vous avez eu aussi un accompagnement sur justement la question de la conduite du changement, l'accompagnement des équipes, le volet plus, on va dire, humain, qui va travailler sur les aspects psychologiques? Alors, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui d'aménagement ont très bien compris et ils sont clairement remontés très, je dirais, à la source, ont très bien compris que l'aménagement aujourd'hui pour une entreprise, c'est une dimension globale. Donc elle propose tout. Elle propose de la conduite de changement, elle propose de l'aménagement technique et c'est à nous de choisir. Donc on a choisi partout, on a choisi d'internaliser les choses qu'on avait le sentiment de savoir faire ou qu'on avait envie de faire. Parce que il faut pas se priver aussi. Le projet d'entreprise, c'est une question d'envie. C'est pas une faute professionnelle de se faire plaisir. Faut pas non plus prendre des risques inconsidérés, mais il y a des choses qu'on avait envie de faire, notamment en communication interne. Et puis il y a des choses où, justement, quand c'était faire prendre conscience aux gens, où là, il fallait absolument qu'on s'appuie sur une expertise externe. Donc, faire comprendre ce que sont devenus des bureaux d'entreprise aujourd'hui, ça, on s'est appuyé sur une expertise externe. Il fallait qu'on fasse atterrir tout le monde sur ce qui s'était passé pendant 20 ans. Et là, il faut le manger quand même, le truc, parce qu'effectivement, c'est plus du tout la même chose. C'est là qu'on s'est notamment approprié, parce qu'on l'a démystifié, la notion de flex, qui faisait peur à tout le monde au début, parce que, encore une fois, elle était mal maîtrisée. Et encore une fois, parce qu'elle n'a pas été présentée dans le cadre d'une bien-pensance, mais elle a été présentée comme un outil parmi d'autres. C'est tout. Et de fait, donc, choisir un taux de flex, c'est forcément dire et accepter que tout le monde ne peut pas être sur le site en même temps, tout simplement parce qu'il n'y a plus autant. Alors, il y a suffisamment de postures de travail, mais il y a moins de postes. C'est-à-dire qu'une posture de travail, c'est par exemple quelqu'un qui va se mettre dans une salle de réunion si tous les postes sont occupés. Un poste de travail, c'est l'endroit où je travaille. La posture de travail, c'est effectivement plutôt un élément collectif. Donc, du coup, avec le télétravail, on se dit, mais ça sert à rien de faire un site pour 100% des collaborateurs présents, puisque ça n'arrive jamais. Et on voyait bien qu'au maximum, au grand maximum, on avait 30 personnes sur les 55 en même temps sur le site. Ils étaient plus nombreux quand on leur demandait de venir. Mais autrement, c'était notre maximum, et qu'il y avait même des fois où il y en avait 10. Donc nous, on a pris un flex à 0,7, ce qui est un flex très confortable. Les flex agressifs sont à 0,5. Voilà, je veux dire, mais la détermination du taux de flex, là, on a été clairement assisté. Qu'est-ce que tu appelles le taux de flex? Le taux de flex, c'est effectivement le fait que tu as un espace, quand je dis 0,7, eh bien par rapport au nombre de salariés, ça correspond qu'à 70% de l'effectif. Donc tu as bien compris qu'il y en a une partie qui, s'ils viennent aussi, ils vont devoir se mettre dans des salles de réunion ou dans la zone commune ou dans des canapés ou dans des... voilà. C'est simplement prendre je veux dire, dimensionner ce que tu proposes comme locaux à la pratique de télétravail et à la réalité du présentiel d'une équipe. Donc tu as différents taux de flex, plus ou moins agressifs. Nous, on avait la chance de pouvoir le choisir. On a pratiqué une vraie réduction, mais une réduction qui aurait pu être beaucoup plus agressive. On ne l'a pas fait. Donc, du coup, il faut être, comme on n'avait pas pour autant plus de mètres carrés, il faut être d'autant plus ingénieux dans l'aménagement. Et c'est là qu'on a absolument besoin de professionnels. Donc il est bien entendu que toute cette phase-là, c'est un travail d'architecte. Et ce sont les architectes de l'agence qui nous proposaient en permanence des configurations en disant alors par rapport à ça, on pourrait se tourner comme ça. Là, on pourrait faire une zone à 4. Là, on pourrait faire une zone à 2. On va rajouter une cabine ici parce que, d'après ce que j'ai compris, ça va être le territoire de telle direction. Il y a quand même pas mal de gens qui ont des coups de fil. Il ne faut pas qu'ils fassent 50 mètres pour aller passer leur coup de fil. Donc là, il va juste se lever, aller s'enfermer dans le machin qui est juste à côté. Il pourra brailler tout ce qu'il veut en passant son coup de fil. Personne ne va l'entendre. Et ensuite, il va revenir refaire ce qu'il faisait. Donc, il fallait sans arrêt rechanger les trucs. Je ne sais pas combien de versions de cet étage on a vu. Une bonne trentaine.
trentaine, je pense, une bonne trentaine. À un moment donné, on s'est dit on touche plus rien parce que ça semblait fonctionner dans tous les sens. Et justement, c'est effectivement jusqu'où on va dans l'aménagement, dans l'ajustement, et à quel moment on se dit stop, on arrête là. Ça peut aller loin parce que d'abord, il y a des trucs super sympas qui sont proposés aujourd'hui. C'est là qu'il faut aller sur les showrooms. C'est exceptionnel. On se rend pas compte à quel point la technologie va vite. Et on pensait qu'on était moderne, mais on est complètement, dépassé quand on voit des lumières qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement et qui font passer le Wi-Fi en même temps. Voilà, moi je savais même pas que le Wi-Fi pouvait passer par la lumière. Oui, mais du coup, il y a des trucs qui sont rigolos. C'est bien d'avoir son portable qui est connecté à la lumière, sauf que quand on fout son portable dans sa poche, il n'y a plus de lumière. Donc il n'y a plus d'internet, sauf que, etc., etc. Donc il y a quand même des petits inconvénients. Mais il faut, je dirais, avoir des partenaires techniques, technologiques. Enfin, on a des murs intelligents, on a des paperboards intelligents. Il faut prendre la dimension de ce que la technologie propose. Il ne faut pas non plus, c'est pas la liste du Père Noël. Il ne faut pas acheter des trucs qui nous serviront pas. D'abord parce que ça coûte cher, et puis ensuite à la fin ça sert à rien. Moi j'ai vu des tapisseries intelligentes, des peintures intelligentes. On écrit sur les murs. Alors, si c'est ton truc, t'écris sur les murs, avec ton écriture, et puis à un moment donné tu appuies sur l'endroit où on te dit d'appuyer. En fait c'est le bouton on. Et ça envoie ça sur ta messagerie, puisque tu avais rentré ton adresse dessus. Si tu veux, tu peux travailler comme ça. S'il y a des gens qui ont envie de travailler les pieds en l'air, la tête en bas, c'est leur problème, c'est possible, etc., etc., etc. Donc, il faut trouver ce qui est son truc, ce qui est notre truc. Voilà. Et ça, c'est pas si facile parce que faut déjà prendre en compte tout ce qui existe et tout le monde n'a pas la tête dans la tech toute la journée. Et ensuite, il faut faire un choix. Alors, on est un peu saoulé quand on rentre d'un showroom. On se dit, moi, je sais plus comment il faut travailler, je sais plus comment j'aurai Internet. Voilà, je veux dire, on est aujourd'hui, on a que des bureaux techniques. Il n'y a plus une prise de courant sur des plaintes. C'est fini, ça. Tout est remonté le long du pied du bureau et on a une petite trappe et on a juste une petite station d'accueil minuscule. C'est là qu'on branche tout. C'est là qu'on a tout d'un seul coup. Le courant, l'Internet, etc., etc. Bon, il faut faire ce genre de choix. Et ça peut aller bien plus loin. Donc, pour une entreprise qui déménage souvent, je pense qu'elle aura été moins dépaysée que nous. Nous, ça fait depuis 2004 qu'on n'avait pas bougé. À un moment où la technologie a énormément évolué et où le nomadisme informatique a fait un bond formidable. Il fallait vraiment qu'on prenne la dimension du monde extérieur. Et comment tu fais pour t'assurer que l'évolution, on va dire le rythme d'évolution de la technologie, elle soit raccord avec l'évolution du rythme humain, qui est quand même beaucoup moins rapide que la technologie? Alors, on est quand même sur une technologie facilitante. C'est-à-dire que grosso modo, le message aujourd'hui, c'est de dire t'as rien à faire. Tu rentres avec ton PC portable, t'es déjà connecté. Voilà, il t'a reconnu. Donc c'est bon, voilà. Alors à moins d'être parano des ondes et des traces que tu peux laisser à droite ou à gauche, ça il faut aussi penser qu'un Wi-Fi ça laisse des traces. Donc l'utilisation personnelle, c'est dans le règlement intérieur, on le dit, mais enfin bon, faut pas l'oublier. Donc déjà t'arrives, t'as rien à faire. Tu t'assois où tu veux, t'as un territoire, tu peux te mettre à l'extérieur, tu peux travailler comme ci, comme ça. T'as envie de bruit, t'as pas envie de bruit, t'as envie de voir les gens, t'as pas envie de voir les gens. C'est quand même très facilitant. Donc ça, je pense que le problème de la technologie, pour quelqu'un qui aurait un petit peu de mal à s'adapter, c'est de passer de son poste fixe à un tout petit portable et de se dire non mais attends, c'est pas grave d'avoir un tout petit portable parce que de toute façon pour prendre des notes c'est pas grave. Bah oui, mais moi je fais des PowerPoint. Mais pourquoi tu le fais sur ton tout petit portable? Si tu as un PowerPoint à faire, écoute, tu as des grands écrans là, tu connectes ton portable au grand écran et tu vas voir que ta souris, quand tu la bouges sur ton petit portable, elle se réplique sur le grand écran et c'est sur le grand écran que tu vas pouvoir faire ton PowerPoint. Donc c'est plus ça la difficulté, c'est de comprendre comment je dois travailler maintenant pour faire mes différentes tâches. Parce qu'avant je faisais tout au même endroit et généralement que le même outil. Et bien ça c'est fini. Et est-ce que vous avez du coup mis en place des systèmes de formation pour développer les compétences techniques, informatiques de tes collaborateurs? Alors oui, déjà quand on prend en main quelque chose de nouveau, il faut absolument déjà qu'il y ait des formations. Alors ces formations, elles sont soit internes ou externes, ça dépend. Sur certains matériels, alors c'est devenu tellement simple que très honnêtement, les gars d'Orange par exemple, je ne sais pas pourquoi ils viendraient, parce qu'en fait, moi quand j'arrive dans une salle, j'ai un écran avec un câble 3C, le même qui est sur le téléphone portable, si t'as pas un Apple, et il suffit que je branche le câble 3C sur mon PC portable et tac, tout de suite, j'ai mon bureau qui est sur le grand écran. Il n'y a rien à faire d'autre, donc ça va très vite. Ensuite, tu lances Teams, tu lances ce que tu veux, tu as ta visio, voilà, point. Il n'y a que ça à faire, c'est très simple. Le son n'est plus un problème, il y a des pieuvres partout au milieu des tables, donc tout est sonorisé en permanence, etc., etc. Donc,
quand même, c'est très facilitant. Il y a une prise en main et une assistance, c'est ce qu'on a fait. Mais voilà. Alors là, par exemple, on a un outil où on a fait des formations. L'outil Jouxter qui permet effectivement, donc c'est l'outil Where is Brian, c'est l'outil de réservation que moi j'ai sur mon smartphone maintenant, parce que je voulais l'avoir sur mon portable. Donc demain, je veux réserver une salle de réunion. Je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur le jour de demain et je vais dire tiens, je vais prendre cette salle. Et du coup, elle va arriver sur mon emploi du temps, réservée par Michel Clerc. Et à partir de là, tout le monde va voir que j'ai réservé une salle qui était marquée libre. Si quelqu'un voulait la salle et qu'il l'a pas réservée, ben ça par contre c'est son problème. Elle est à moi. Voilà. Donc ce genre d'outil, par exemple, il faut que les gens comprennent. Voilà, que bon, ça sert à dire où on est. Alors c'est que du déclaratif, parce qu'on n'a pas le droit évidemment de pister les gens. Donc ça permet de dire où on est et de réserver sa place, une salle de réunion, etc. Par contre, c'est pas l'outil où on pointe. Ça c'est l'outil habituel, je dirais, des RH. Donc il faut le dire ça aux gens. Maintenant, de toute façon, on voit bien sur Jouxter si je suis là, si je suis pas là, donc c'est plus la peine que je pointe. Ben non, ça n'a rien à voir. Les gens ont tendance des fois à faire des raccourcis. Donc il faut leur expliquer quel outil sert à quoi. Voilà. Il faut leur rappeler. Alors très honnêtement, nous, ça fait depuis lundi qu'on a mis ça en place. Tu vois, Jouxter, ça fait depuis lundi qu'il est là. Moi, je vois déjà plus personne qui oublie de réserver. Tu vois, c'est pourtant on vient à peine de le mettre. Bon, moi, je considère que c'était pas très compliqué. Je considère qu'a priori, ça pose pas de problème. Et est-ce que vous avez prévu, j'allais dire, une clause de revoyure, c'est-à-dire que là, il y a l'effet youpi, c'est super, ce qu'on attend depuis 1 an et demi, ça y est, on l'a. Et puis, probablement que dans quelques temps, je ne connais pas la durée, il y aura un petit retombé de soufflet où les gens vont commencer à avoir de nouveau un esprit assez critique par rapport à des choses qui pourraient être encore mieux. Est-ce que vous avez prévu cette petite évaluation post-déménagement ? Alors, les clauses de revoyure, elles sont de toute façon demandées par les prestataires dès lors que tu mets des choses nouvelles en place. Jouxter, par exemple, a clairement dit en mars, on fait une clause de revoyure pour être sûr que tout fonctionne comme vous voulez, parce qu'en fait, Jouxter paramètre exactement selon ce qu'on lui demande. Donc, s'il y a de nouveaux paramétrages à faire, il veut le savoir, c'est normal. Donc déjà, forcément, avec des outils quand même qui sont très impliquants, le prestataire a tendance à demander la revoyure. Ensuite, du côté des RH comme du côté du CSE, je sais que l'idée, c'est de refaire le point, on va dire, et de vérifier qu'il y a un bon usage des locaux, qu'il y a manifestement des règles de vie qui sont bien comprises, qu'on n'a rien oublié dans les règles de vie, parce que sinon il faudra les compléter, et qu'il n'y a pas d'insatisfaction ou d'incompréhension qui traîne ou nouvelle. Voilà, il peut se passer des choses. Bon, après tout, il y a des pratiques qu'on n'a peut-être pas repérées, qui finissent par détourner l'objet de quelque chose ou qui finissent par créer des incompréhensions en disant des fois, il y a trop de trucs pour obtenir la même chose. Par exemple, pour réserver une salle, je peux le faire par Jouxter. Je peux le faire directement par Outlook. Je peux le faire en passant devant la salle parce que si je scanne le code barre qui est devant la salle, j'accède à cette salle et je peux la réserver. Donc la technologie nous propose plein de moyens en même temps pour réserver une salle. Il y a des gens, ça leur va très bien, il y a des gens, ils sont perdus. Ils ne savent plus comment faire. Donc peut-être qu'à un moment donné, abondance de biens nuit, et qu'il faudra qu'on ferme une voie de réservation de salle. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas demandé qui a été le pilote du projet. C'est moi. Okay. C'est moi parce que c'était trop important pour la boîte. Ça engageait des sous, ça engageait tout, c'est-à-dire le management, la production, la productivité, la manière de travailler. On rate un projet comme ça, on est très abîmé quand même. On est très abîmé. Il fallait pas se planter. Il fallait pas se planter. On s'est pas planté. On avait aussi le luxe d'avoir du temps, encore une fois. Ensuite, on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire c'est un projet d'entreprise, c'est donc un projet global, sur 3 pieds, mise en œuvre de l'accord de télétravail, réforme et nomadisme informatique, déménagement. Ces 3 sources-là se mélangent. Et au milieu des 3 sources, il y a la nouvelle Médicis. Plus un timing à respecter. Non, effectivement, c'est le projet d'une vie. D'une vie d'entreprise ou d'une vie d'homme ? Une vie d'entreprise, mais d'un autre côté, les vies d'entreprise réussies consistent quand même à ce que les gens soient impliqués et aient envie de bien faire les choses et puis surtout de bien les vivre. C'est un projet très sympa, qui a été très sympa à vivre. C'est un projet dont on avait besoin dans l'après-confinement parce que très fédérateur. C'est des projets porteurs de plaisir quand on a les moyens de faire les choses, qu'on les avait, mais c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on se plante pas. C'est pas suffisant d'avoir des sous. Quand on en a pas, c'est très bloquant, j'en suis très conscient. Quand on en a, ça n'est pas suffisant. On peut aboutir à une catastrophe, à un truc nul. Confier ça à quelqu'un d'autre, ça aurait été épique. Honnêtement, j'avais pas envie. Un projet comme ça, pour un dirigeant, on se damne pour le vivre. On peut passer une vie professionnelle entière sans jamais avoir à gérer ce type de projet. Donc pour toi, c'est une fierté, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est une fierté quand je vois les gens. Je vois des gens qui ont toujours fonctionné comme ça. Donc c'est super. Finalement, on a l'impression des fois qu'il ne s'est rien passé. Alors c'est un peu frustrant.
mais c'est la meilleure réussite du projet. C'est que j'ai pas le sentiment d'avoir perturbé grand monde. Je vois plutôt des gens qui sont contents. Alors ensuite, il y a des jours où ça coince un peu parce que le télétravail, on sait quand même que c'est une histoire de mardi et de jeudi. Donc il est sûr que les mardis et les jeudis, c'est là que j'ai le plus de monde sur le site et que là, il suffit qu'il y en ait un qui oublie de réserver, c'est tout de suite le bazar. Là, il faut pas faire de bruit quand on parle entre nous. Parce que c'est ça aussi, je dirais, les espaces plus réduits. C'est que il faut respecter les autres. Et ça, c'est compliqué dans une entreprise parce que on est vraiment à la limite du management. Encore une fois, on hérite des habitus personnels d'un individu, son éducation, son histoire. Par exemple, laisser propre des espaces communs. Dès lors qu'on empêche les gens de manger à leur poste de travail, il faut donc qu'ils viennent manger dans les différentes zones communes très sympas qu'on leur propose. Mais si c'est pour retrouver les couverts du voisin dans l'évier, ça c'est très pénible parce que sans arrêt, il a fallu quand même 15 jours, on croise les doigts, je pense que c'est bon pour y arriver en expliquant qu'il y a un lave-vaisselle et que ça doit aller dedans. Et au début, les gens ils comprennent pas pourquoi les gens n'y pensent pas. Et il y a toujours quelqu'un qui dit « mais comment ils font chez eux ?» Et c'est là que moi je réponds « mais vous n'en savez rien. Chez eux, il y a probablement une montagne de vaisselle qui est dans l'évier depuis le lundi. » Et donc, c'est pas le bon message de leur dire « faites comme chez vous », surtout pas. C'est qu'ici, on fait comme ça. Donc, quand on partage, il faut que le règlement intérieur soit bien pensé et que, par certains côtés, il doit être autoritaire. Donc, il y aura encore des rappels à l'ordre. Ça donne, c'est vrai, l'impression de taper sur les doigts à des gens qui ont des fonctions importantes, qui sont pas tout jeunes, qui on va le faire n'importe comment, mais on n'a pas le choix. Quels ont été les messages que tu as passés aux managers de proximité pour que eux-mêmes passent aux salariés dans cette conduite de changement ? Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez ce qu'on vous dit pas. Alors déjà, ouvrez vos oreilles. C'est le moment. Il y a un moment où il fallait les ouvrir, c'était là. Il y a des non-dits et des attitudes qui trompent pas. Et puis ceux qui parlent sont pas toujours les plus intéressants. Donc voilà, déjà écoutez. Alors moi j'avais pas mal de paires d'oreilles, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la hiérarchie, par le CSE. On n'est pas très nombreux, donc ça permet de vite recouper. À partir de là, on a su à un moment donné que ça c'est, on entend, c'est bien la vérité. Voilà, il n'y a pas de truc caché ou il n'y a pas de complot, il n'y a pas non plus devenir parano. Hein. À un moment donné, c'est quand même des messages assez simples. Si on le fait comme ça, c'est mieux que si on le fait comme ça. Voilà, grosso modo, vous nous dites oui, vous nous dites non. Le mode participatif, quand même, lève à peu près tous les obstacles. Et c'est quand même difficile à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est contre tout, mais dans un mode participatif, à la fin, il peut plus s'exprimer parce que de toute façon, on lui tend le micro sans arrêt et il sait très bien qu'il suffit qu'il dise quelque chose pour qu'on l'écoute. Donc, si c'est juste pour j'en pense pas moins et je dis jamais rien, mais je suis contre, à un moment donné, c'est pas une position qui est tenable. Donc, voilà, encore une fois, si on est un peu patient, on arrive à vaincre ces positions-là. Enfin, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est des problématiques qui se posent dans le management et dans la vie d'entreprise avec ou sans déménagement. Donc, vous disiez écoutez ce qui est dit et ce qui est non dit et associer, impliquer. Écoutez, associer. Mais je suppose que tous les managers ne sont pas forcément formés à ça, ne sont pas forcément compétents peut-être même dans cette approche, on va dire, humaine de l'encadrement d'équipe. On a parfois des personnes qui sont experts techniques et qui ont progressé et parfois même encadrent leurs anciens collègues, mais ils n'ont pas forcément ces compétences ou ces qualités humaines spontanément. Comment vous avez réussi à accompagner les managers ? Alors, d'abord, on fait avec ce qu'on a au moment où on le fait. Hein. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui n'a que des spécialistes de management dans sa hiérarchie, avec tout le monde qui est formé en permanence sur, je dirais, toutes les techniques qui vont bien. Donc, il est bien entendu que dans mes oreilles disponibles, j'en ai qu'entendre plus ou moins bien. Il y a des oreilles plus ou moins grandes. Il y a des biais cognitifs dans tous les sens. Bah oui, je le sais. Je fais avec. Moi-même, j'en ai. Donc, je vais pas non plus demander aux autres d'être plus parfaits que moi. C'est une aventure humaine. Hein. Il y a que des Monsieur Jourdain. Il y en a plein qui font de la prose sans le savoir. Donc, voilà, je dirais rien de spécial par rapport à une situation hors déménagement nouvelle. Ouvrez vos oreilles en permanence pour savoir si les gens bossent bien, si les gens ont des problèmes, en ont pas. J'avais ce genre de conversation ce matin sur des gens qui se crament actuellement sur des process où il y a énormément de travail et pas mal de stress. Bah oui, j'ai une adjointe qui est toute bloquée aujourd'hui. Tout bloqué, on sait ce que ça veut dire. Hein. Le corps, il s'exprime à un moment donné. Donc, je dis à sa responsable, parle-en au RH, et elle le fait demain.
La RH, pas non plus, je dirais, oui, c'est son métier, voilà, maintenant, c'est pas facile pour elle non plus. Bon, ce genre de situation, on les connaît, voilà, on espère pas faire d'erreur. En tout cas, avec un maximum de bonnes intentions, on a quand même moins de chances d'en faire. Parce que bon, les gens qui veulent rien entendre, ça existe aussi. Hein. Et surtout des gens qui veulent rien voir, c'est tellement plus simple. Faut pas non plus faire que ça. À un moment donné, pas passer notre temps à écouter tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Avec la qualité d'écoute qu'on a, avec les erreurs qu'on fera. Bah oui, de toute façon, toutes les erreurs qui sont faites dans la boîte, il y a un seul responsable, c'est moi, hein, je suis le patron. Donc c'est simple comme principe. Hein. De toute façon, si ça marche, c'est grâce à mes collègues. Si ça marche pas, c'est de ma faute. Donc j'avais qu'à organiser les choses différemment, et puis c'est tout. Mais ça, je dirais, si on n'accepte pas ça, faut faire notre métier. Hein. Oui, complètement. Je te rejoins complètement. Aujourd'hui, les enjeux de Médicis, c'est quoi ? Maintenant, une fois qu'on a réussi à passer justement cette étape majeure dans une vie d'entreprise, tu le disais tout à l'heure, comment on réussit à maintenir la stimulation, l'envie, alors que ce projet est derrière soi ? On a fait tout ça pour encore mieux travailler, pour être encore plus productif. Il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même pour ça qu'on vient au bureau. Encore une fois, qu'il y ait des espaces agréables, c'est un élément du contrat social entre l'employeur et ses salariés. Et c'est rien d'autre. Il ne faut pas tomber, je dirais, dans les modes ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'ai la prétention d'avoir une proposition professionnelle qui est honnête, qui me permet de proposer quelque chose qui fonctionne aux salariés que j'ai déjà et qui me permet de proposer un cadre attractif aux salariés que j'ai pas encore. Il faut penser recrutement aussi. Il faut aussi se dire qu'on doit attirer. Est-ce que ce projet d'entreprise impacte le profil des prochains salariés de Médicis ? Et c'est là l'importance des RH intégrés à ce genre de projet. Il a été fait pour nous permettre de recruter. On est une entreprise d'Île-de-France. On a la démographie classique, c'est-à-dire que les gens qui sont vieux en entreprise, c'est-à-dire moi, qui sont jeunes pour la retraite, ça on l'a compris hier, mais qui sont vieux en entreprise, donc ce qu'on appelle des seniors, on en a. Et ils occupent généralement les postes les plus élevés, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc demain, j'aurai besoin de jeunes. J'aurai besoin de personnes qui ont entre 25 ans et 35 ans. En Île-de-France, déjà, pas de télétravail, pas de nomadisme, c'est no way. Ils viendront pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est tout, c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, c'est comme ça. À un moment donné, c'est pas moi qui fais le marché du travail. Il faut avoir quelque chose à proposer, sur le fond et sur la forme. Encore une fois, il ne faut pas les prendre pour des andouilles. Cette génération-là ne vient pas pour jouer au baby-foot au bureau. Il faut arrêter ce genre de conneries, c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que des vieux barbeaux comme moi peuvent se dire, tu vois, moi, ce genre de questions-là ou ce genre d'exigence, à l'âge qu'ils ont, je n'aurais même pas imaginé me poser ce genre de questions. Oui, mais moi, je représente le passé. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on répond jamais rien ou qu'on prend n'importe quoi ou qu'on fasse la course à la surenchère. Moi, je dis simplement que j'ai une offre de travail moderne. Et ça, à l'occasion d'un déménagement, il ne faut pas se rater. Elle est souple, parce que les horaires, effectivement, sont mobiles. Il y a du télétravail qu'on a choisi à tel niveau. Pas moins, pas plus. Il y a des outils qui fonctionnent partout. Et il y a des équipements collectifs qui sont proposés qui permettent toutes les postures de travail dont l'entreprise a besoin. Donc, je dis bienvenue. Voilà. Moi, j'ai besoin de recruter quelqu'un demain. Je sais que je peux défendre une proposition qui tient la route. Parce que lorsqu'on a réaménagé nos locaux, réorganisé notre manière de travailler, on a tenu compte de notre géographie. On est en Île-de-France, donc il y a des gens qui changent d'emploi pour changer de ligne de métro. C'est comme ça. On a affaire à des gens entre 25 et 35 ans qui font 10 métiers dans leur vie, qui viennent pour de l'argent, mais pas que, qui restent éventuellement même s'il y en a moins. J'ai des exemples en entreprise de gens qui gagneraient plus ailleurs, mais qui sont finalement restés chez moi. Pourquoi ? Parce que avant ou après le déménagement, je propose des métiers et pas des emplois. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on a tendance, la différence entre les deux, on a tendance à penser qu'elle est sémantique alors qu'elle est essentielle. Alors, quelle différence tu fais entre métier et emploi ? Un métier, c'est une expertise. C'est une ligne qu'on mettra sur un CV. C'est une valorisation personnelle, qu'on ait des diplômes ou pas. L'entreprise doit offrir des possibilités de progression, de formation. Pas seulement écrit comme ça pour la frime. Il faut le prouver. Voilà, je veux dire, des gens, quelqu'un est parti. Alors, regardons déjà qui on a dans l'entreprise. La promotion interne, c'est généralement un des premiers vecteurs de bonne santé d'une entreprise. Arrêtons de toujours d'abord regarder à l'extérieur. On a peut-être une personne là qui est prête à tout déchirer si on lui propose autre chose. Donc déjà, il y a ça. Bon, c'est possible, c'est pas possible.
Si c'est pas possible, on va aller chercher, effectivement, on va faire son mercato et on va voir. Suivant l'entreprise qu'on est, on est plus ou moins séduisant. Moi, je suis une petite entreprise. Donc, c'est pas moi qui fais le prix du marché. Le groupe Malakoff Humanis, avec ses 12 000 salariés, fait le prix du marché. La petite Médicis, qui est à l'intérieur, mais qui est restée sa propre employeur, ne fait pas le prix du marché. Donc, je le subis. Pour ça, j'ai pas le choix. Ensuite, là où j'ai le choix, c'est que je maîtrise par contre tout le reste. Quel métier je propose, quelle expertise il va acquérir chez moi, dans quelles conditions il va travailler. Voilà ce que je peux dire, moi, à un salarié. Il y en a d'autres qui peuvent dire ça aussi, bien sûr, heureusement. Mais je pense qu'une entreprise doit pouvoir dire ça. Ensuite, il y a la stratégie. Moi, je cherche à fidéliser. Je suis une PME, j'ai pas le temps ni les moyens de passer mon temps à former et reformer. Pour qu'un salarié, surtout si je recrute un jeune, soit opérationnel, c'est 6 à 18 mois. C'est beaucoup d'argent dépensé. S'il se barre au bout de 18 mois, pour moi, c'est une non-rentabilité absolue. Donc moi, je cherche plutôt à fidéliser. Pour fidéliser, c'est le management qui va permettre de fidéliser, c'est sûr. Des responsabilités, une capacité à écouter, ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, les gens qui écoutent doivent décider. Les gens attendent de moi, ou apprécient peut-être que je les écoute, mais ils attendent surtout que je décide. Et je ne serais pas respecté si je n'étais pas identifié comme un décideur. Bien sûr. C'est mon métier. Donc moi, je prends des décisions. Je leur dis toujours, je ne fais que ça. Les experts, c'est vous. Moi, je prends 10 décisions. S'il y en a 5 bonnes, 3 potables et 2 pourries, ça ne sera pas une mauvaise journée. Donc c'est comme ça. Je ne suis pas infaillible, mais c'est la vie d'un patron, ça. Je pense, j'espère qu'ils la comprennent, cette réalité. Si j'ai pris une mauvaise décision, c'est peut-être parce que je n'étais pas en forme, mais c'est aussi peut-être parce que c'était mal expertisé et qu'on a mal fonctionné ensemble. De toute façon, le responsable, c'est moi, donc il n'y a pas de débat, c'est pas la question. Mais voilà, je veux dire, c'est le management qui permet tout ça. Mais quand on déménage, à cette occasion-là, on se redonne de nouvelles cartouches sur quelles conditions de travail je propose. Aujourd'hui, il faut proposer des choses qui aient du sens, de l'architecture des locaux au contenu du métier. Il y a une GPEC, c'est pas juste un truc d'inventaire de métier qui a été fait un jour par un DRH et qui a pris la poussière depuis. Il y a des contenus de postes, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, il y a des postes qui sont révisés, il y a des... Voilà, je veux dire, c'est vivant tout ça. Pour toi, ça veut dire quoi, une GPEC ? Moi, j'ai un risque métier. J'ai un risque métier parce que je suis petit déjà. Et donc, moi, j'ai pas de remplaçant. Donc, je suis déjà très fragile là-dessus. Il faut que j'ai les bons contenus métiers et le bon nombre de métiers pour pouvoir couvrir au minimum tout mon périmètre réglementaire. Et si j'ai fait ça, déjà, ça veut dire que je suis qualifié comme assureur pour pouvoir tenter ma chance sur le périmètre économique. Où là, je suis bon, je suis mauvais. Bon. Mais si je ne couvre pas mon périmètre réglementaire, que je sois bon ou mauvais, de toute façon, j'ai perdu. Donc déjà, j'ai besoin d'avoir une définition de métier et j'ai besoin d'avoir une définition à jour. C'est souvent le problème, c'est qu'on a fait l'exercice une fois et puis, dis donc, j'ai encore ce type de métier en rayon. Tu sais que ça fait quand même 3 ans qu'on l'a plus. Parce que c'est un métier qu'on avait avant et qu'on a externalisé maintenant. Voilà, c'est ça les problèmes qu'on rencontre généralement. Donc, moi, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je sais que, pour moi en tout cas, c'est peut-être pas la bonne définition, je ne sais pas. Pour moi, c'est un référentiel métier à jour qui ensuite me sert pour plein de trucs, notamment doit être raccord avec mes circuits de délégation, avec mes autorisations budgétaires, avec mes délégations de signature, avec etc. Voilà, avec mes contrats de travail, avec voilà. Moi, c'est en tout cas c'est comme ça que je la traduis. Mon DRH en parlerait beaucoup mieux que moi, et c'est comme ça en tout cas qu'on doit la faire vivre. Là, moi, je suis rentré dans un grand groupe, donc j'ai des économies d'échelle. J'ai des métiers sur lesquels maintenant je m'appuie sur des expertises du groupe qui me refacturent. Donc j'ai une GPSE à mettre à jour parce que j'ai des choses qui ont disparu chez moi. C'est plus nécessaire. Voilà. Il faudrait quand même pas dans 3 ans qu'on retrouve des fiches métiers qui n'existent plus à Médicis depuis un certain temps. Ou alors il y a toujours le métier, mais il fait plus tout à fait la même chose. De ça, je vais extraire par exemple mes documents qui me servent pour les entretiens individuels. Quand j'ai toute une grille d'évaluation où j'ai des cases à mettre, effectivement, il faut quand même que ça soit sur les bonnes missions. Bien sûr. Sinon, elle va dire mais Michel, ça c'était mon métier d'il y a 3 ans. C'est sûr que là, ça va être moins bien pour faire l'entretien. Mais ça, c'est tout bête, mais ça m'est encore arrivé l'année dernière. Bien sûr. Et là, c'est de ma faute. Est-ce que la GPEC t'a été utile dans cette démarche de conduite de changement ? Non, là, non.
Là, non, parce que j'étais pas effectivement sur le contenu des emplois, mais sur la manière dont ils allaient travailler. Là, non. C'est un tort, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, j'y ai pas pensé et on me l'a pas signalé comme un outil qui intervenait dans ce process-là, puisque j'étais plus sur la manière et les conditions matérielles que sur le fond. Voilà, sur le fond, ça n'a pas fait changer, je dirais, le contenu de mes métiers, mais ça a fait changer la manière dont ils s'exercent. D'accord. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ? A priori, non. Mais je pense que tu me reposes la question dans un an, je devrais être plus bavard. J'ai forcément raté quelque chose, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on rate rien. Ça serait même pénible. Mais quoi ? En tout cas, rien de grave, ça je pense. Écoute, on n'a pas eu de loupé, on a eu de la chance. On a vraiment trouvé les locaux qu'on voulait, à l'endroit où on le voulait. Non, là, je peux pas te répondre. Ok, pas de problème. Je vous propose de passer à une dernière étape, c'est un petit jeu. Donc, je vais vous demander de me donner un numéro entre 1 et 35 et je vais vous poser des questions plus personnelles. Quel est votre état d'esprit et votre humeur aujourd'hui ? Plutôt de bonne humeur. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui en particulier vous a mis de bonne humeur ? Au-delà, effectivement, qu'on avait cet enregistrement de podcast. Notre entretien, j'aime bien parler de choses humaines. Ok, ça marche, je prends. Un autre numéro entre 1 et 35 ? 35. Quelle est votre phrase préférée pour vous remotiver quand vous êtes découragé ? Personne n'a dit que ça allait être facile. Et en quoi elle vous donne du courage ? C'est la vie, c'est pas tous les jours. Voilà, c'est normal que des fois, c'est... si ça commence comme ça, on est que lundi, ça va être une rude semaine. Bah oui, enfin bon. On a toujours une première réaction où on est exaspéré par l'autre, parce que l'autre, c'est toujours un problème. Et puis ensuite, bah oui, mais enfin l'autre, tu sais pas le week-end qui vient de passer, tu sais pas... tu sais rien, quoi. Donc, ouais, t'as bien arrivé à se mettre dedans. À un moment donné, s'il se met pas du tout dedans, par contre, il faudra que je le cause. Mais laissons-lui le bénéfice du doute. On a le droit d'avoir des démarrages lents, et puis tout le monde n'est pas dans les mêmes dispositions qu'on l'est nous. Donc, quand on vieillit, on apprend à être tolérant. Et patient. Oui. Un autre numéro ? L12. Dans vos rêves les plus fous, oui. Quel métier souhaiteriez-vous faire dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'aimerais avoir une maison d'édition. D'accord. Pour quelle raison ? Parce que j'aime écrire et j'aime lire. Donc c'est de l'auto-édition ou il y aura d'autres auteurs possibles ? Je sais pas, c'est mon rêve le plus fou. Donc, non, d'autres auteurs. D'autres auteurs. C'est pas forcément pour écrire moi-même, c'est pour... Moi, j'aimerais bien avoir... Je me pose la question d'ailleurs, parce que je me dis peut-être que je me garderai 2 ou 3 ans tout à la fin pour essayer de faire complètement autre chose. Peut-être que j'y arriverai pas. Mais oui, dans le monde de l'édition, mais dans aussi bien du livre que des NFT, hein, je veux dire de tout type de communication. Moi, s'ils ont un coin du vieux con à filer à quelqu'un, ça m'irait bien, moi, ça. Ça marche. Un autre numéro ? Le 7. Quel est le comportement que vous préférez et que vous détestez chez un manager ? Donc, c'est 2 questions en une. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des écoutes actives et qui renvoient toujours quelque chose d'agréable d'eux-mêmes. J'ai quelqu'un comme ça dans mon effectif, c'est son métier. Je suis toujours assez épaté de cette patience, de cette... parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est pas facile. Ce que je déteste, c'est les gens qui veulent pas voir les problèmes. Et qui utilisent leur pouvoir hiérarchique pour ça. Je ne supporte pas quelqu'un qui se définit par sa hiérarchie. Moi, j'ai appris qu'une seule chose, c'est que plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité, et que le pouvoir, on l'exerce pour les autres et pas pour soi-même. Et ça, celui qui a dit ça, c'est pas un grand philosophe, c'est Peter Parker, qui généralement est plus connu parce qu'il a un costume d'homme araignée. Et comme je suis très pop culture, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour moi, c'est une des phrases majeures. Et la deuxième phrase, qui est pour moi très importante, c'est que celui qui se trompe jamais est très fort, mais que celui qui apprend de ses erreurs est encore plus fort. Et cette phrase-là, c'est toujours pas un philosophe, c'est Boris Becker qui l'a dit.
boom boom Baker. Moi, j'aime bien les choses importantes qui sont dites par des gens du quotidien, par des gens dont c'est pas le métier ou par des gens qui n'existent pas, par des personnages imaginaires, parce que c'est souvent des vérités contemporaines, en tout cas que tout le monde peut comprendre. Voilà. Et c'est quoi pour vous l'écoute active? L'écoute active, c'est d'abord réellement écouter quelqu'un. Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils écoutent, moi le premier. Hein. Ils n'écoutent pas tant que ça, en fait. Ils reformulent. Voilà. Ce qui est mon cas, par exemple. Et ils peuvent reformuler pour vérifier qu'ils ont bien compris. Ouais, on va dire ça comme ça. Pas toujours. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, de relancer sans casser ce qui vient d'être dit. Il y a un moment quand c'est difficile avec quelqu'un, les mots et les paroles valent de l'or. Parce qu'on a quand même ramé pour que ça sorte. Et à un moment donné, on va redire quelque chose. Et puis là, il y a un risque de tout foutre par terre et que le truc, il se referme comme le Bernard l'ermite qui va se refoutre au fond de sa coquille. Puis alors là, pour le faire ressortir, bonjour. C'est super dur, ça. C'est un peu comme une huître qui aurait une perle à nous offrir et qui, à un moment donné, parce qu'on est maladroit avec elle. Voilà, et ça, combien de fois je me suis ramassé? Combien de fois je me suis ramassé là-dessus? Dans quel sens? J'ai dit une connerie à un moment donné. De toute façon, il faut toujours que j'en dise une. Donc, j'ai dit une connerie à un moment donné. C'est pas ça qu'il fallait dire. Et tu le sais en plus. Alors pourquoi tu dis ça? Voilà. Et on est reparti en arrière. C'est pas ça qu'il fallait dire. Bon. Mais c'est pas une bonne écoute active. C'est pas une bonne écoute tout court. C'est ce qui est le plus compliqué dans le monde d'aujourd'hui, je pense, c'est d'écouter. Une autre question? 20. On va être justement dans la pop culture. Quel est le super pouvoir que vous aimeriez avoir? Alors moi qui lis des comics depuis 40 ans, je suis tellement dedans que les questions les plus simples sont souvent les plus compliquées pour moi. Parce que alors la liste des pouvoirs possibles, j'en ai des centaines en tête. Ils sont tous sympas, à peu près. En même temps, comme votre métier c'est de décider, ça tombe bien. Je pense quand même que la personne qui lit dans les pensées, elle a un sérieux avantage professionnel. Donc, je ne prendrai pas une super force. Ce que j'aurais pris à bien d'autres âges de ma vie. Je ne prendrai pas une super force, je ne prendrai pas une invulnérabilité. Mais là, justement pour améliorer ma capacité d'écoute, si je pouvais avoir un coup d'avance, ce serait pas mal. D'accord, je prends. Et puis juste, voilà, ça va pas être en posant une question, un numéro, etc. Mais j'aimerais savoir comment vous arrivez à être plus efficace dans votre travail. Et quels sont les trucs et astuces personnels peut-être qui vous permettent d'être efficace, peut-être dans l'organisation personnelle par exemple? Je suis assez conscient de ce que je devrais faire pour faire mieux. C'est pas pour autant que je le fais forcément. Déjà. Du moment que ça n'a pas d'incidence sur les autres, du moment que je ne mets pas quelqu'un en difficulté ou que je ne crée pas un manque de respect de quoi que ce soit, que je suis dans moi par rapport à moi, je suis malheureusement dans une situation où je ferais mieux de le faire comme ça parce que ce sera plus efficace, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Donc c'est pas bien ce que je dis. Hein. Mais on n'est pas des machines. Bon, je sais aussi que j'ai une capacité de me remettre d'aplomb et de me retourner qui fait que je l'espère, mais je n'en suis pas sûr. Il y a peut-être que moi qui s'en apercevra. Mais je ne suis pas du tout sûr de ça. Donc déjà, des trucs et astuces, j'en ai pas tellement. Sauf le fait d'être conscient de ce que je fais pas bien ou de ce que je pourrais mieux faire. Moi, je suis quelqu'un qui va vite. Quel que soit mon âge, je suis à l'aise dans mon époque parce que je vais vite, trop vite. Et j'aime aller vite, en étant très conscient que je vais trop vite. J'aime ne pas avoir toutes les données pour commencer à imprimer une orientation, pas encore une décision, mais bon. Je fais partie de ceux qui disent on ne sait pas forcément où on va, mais on roule. On verra en roulant où on va. Celui qui ne bouge pas aujourd'hui, il est mort. Alors, en quoi vous allez trop vite? En tout. Je pense trop vite, je fais trop vite. Je fais tout trop vite. Trop par rapport à quoi? Je prends pas le temps, je réfléchis en marchant, donc je prends pas le temps d'une réflexion préalable assez importante. Je me connais, je sais que je vais me rattraper, je sais que je vais
Je suis très factuel, donc je vais utiliser peut-être certaines de mes qualités pour compenser certains de de défauts. C'est-à-dire que je suis très factuel, je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, je prends facilement l'idée d'un autre et je dis facilement que son idée est meilleure que la mienne. Je le sais, ça. Et je sais l'avantage que ça me donne en termes de management. Et ça, je l'ai fait 1000 fois dans ma vie. La seule prétention que j'ai, c'est que son idée qui est très bonne, si c'est moi qui la prends, j'en ferai quelque chose de mieux. Voilà. C'est ça que je vais dire. Donc à partir de là, comme je sais que je peux capter et que j'écoute les autres, ma réflexion personnelle préalable, qui devrait être meilleure, n'est pas si elle est un peu plus courte qu'elle devrait l'être, n'est pas si handicapante que ça. Parce que ma manière de faire, je dis pas que ça m'en dispense, mais je dis que ça fait que je vais quand même m'y retrouver. Alors que dans l'absolu, je ne devrais pas sortir du bois avant d'avoir plus de données, avant d'avoir pris plus de temps pour poser les trucs. Mais moi, je préfère parfois la forme au fond. Ça, je pense que c'est un biais de l'époque. Du moment que je suis sincère, voilà, moi je me rabats toujours sur les qualités humaines, c'est-à-dire que du moment que je respecte les gens, du moment que je suis sincère, du moment que je dis la vérité, et du moment que je sais reconnaître mes erreurs, faut quand même pas que ça arrive trop souvent, peut-être que ça peut me pardonner certaines approximations dans ma manière personnelle de travailler. Et je pense pas que de prendre de l'âge m'améliore ou m'arrange dans cette affaire. J'ai plus une meilleure capacité à vivre avec ce que je suis et à m'accepter comme je suis qu'à me faire des reproches. Ça n'empêche pas d'être lucide et de savoir à quel point je suis imparfait. Mais bon, ensuite, il y a certains qui vous diront que d'être imparfait, ça fait partie de leur charme. Donc bon. C'est sûr. D'ailleurs, la perfection existe vraiment. On en doute quand même. C'est tellement chiant la perfection. C'est tellement chiant les gens qui ont toujours raison. Il faut quand même qu'il y ait une part de plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Je veux dire. Moi, je dis toujours qu'on est séduit. On est séduit par les qualités des gens. Ensuite, on les garde peut-être pour leurs défauts. C'est votre femme qui va être contente. Faites surtout en sorte que ma femme n'entende jamais ça. Et comment vous arrivez à rester serein avec les responsabilités que vous avez, avec l'exigence de l'éthique aussi que vous avez? Comment vous arrivez à quelque part à prendre soin de vous? Je ne sais pas faire d'efforts, je dirais, sur l'éthique. Je ne sais pas faire autre chose. Je sais simplement que j'ai, a priori, un comportement qui match avec ce qu'on attend d'un dirigeant. Je veux dire, prendre ses responsabilités, pour moi, c'est pas un problème. C'est naturel. Donc, je me force pas. Donc, l'éthique, moi, j'ai pas de grands principes dans la vie. C'est pas ma manière de fonctionner. Je fonctionne beaucoup à l'instinct et j'essaye surtout d'être honnête. Mais j'ai pas vraiment pas à me forcer. Je mens pas aux gens. Je peux parfois ne pas tout dire, mais c'est pour leur bien. Parce qu'à un moment donné, toute vérité n'est pas bonne à dire parce que ça va inhiber la personne. Il y a des choses qu'on dit après. Ça va faire mal un petit peu. Quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, on pourrait imaginer qu'il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Est-ce que c'est pas plutôt toute vérité n'est pas bonne à dire à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière? C'est exactement ça. Il faut dire toute la vérité dans l'absolu, sur toute une période, à un individu. Mais pas n'importe comment, pas forcément à ce moment-là. C'est là qu'il faut plutôt connaître la personne, savoir ce qui va bloquer. Il y a des gens qui se bloquent pour des questions de principe. J'ai appris ça chez les autres parce que alors, chez moi, c'est totalement inexistant. Vraiment, je ne me bloquerai jamais pour ça. Il faut être factuel. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut être factuel. Si on n'est pas souple dans la vie, ça coince. Voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas à me forcer. Je crois que ce qu'on attend aujourd'hui d'un dirigeant, c'est d'être transparent, de dire ce qu'il fait, de faire ce qu'il dit. Et finalement, d'être considéré simplement comme un salarié qui a plus de responsabilités que les autres. Mais autrement, c'est un salarié comme les autres qui vit comme les autres. Moi, je pose mes congés comme tout le monde. J'ai pas un droit ou quoi que ce soit de plus que quelqu'un et je cherche pas à m'en inventer. C'est pas parce que je me force à ça, c'est que j'en ai pas besoin. Je m'en fous. C'est pas. Moi, j'ai vraiment pas. J'ai pas dû me construire un personnage. Je pense que je suis le plus naturel possible. J'ai peut-être la chance simplement d'avoir quelques réflexes qui aujourd'hui, je pense, sont en face de tout ce qui est demandé d'un dirigeant. Voilà, je pense que les gens attendent, les gens qui cultivent le secret dans leur... Mais c'est fini ça. Encore une fois, je dis toujours, n'oubliez pas que
le 11 septembre, un clochard qui dormait devant un mur de télé a été au courant avant tous les conseils d'administration de la Terre qu'il y avait quelque chose qui se passait à New York. Ce jour-là, on a compris que l'information n'était plus stratégique, qu'elle devait juste circuler. Donc, il faut dire, pas n'importe comment, à n'importe qui, n'importe quand, mais il faut dire. Et il faut être transparent sur sa manière de se comporter. Moi, je crois beaucoup aux soft skills. Je pense que le comportement est pour moi le sommet de la pyramide d'un individu. C'est la somme de son éducation, de sa vie privée, de sa vie professionnelle, de tout ce qu'il a appris. Et que c'est ça qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Les compétences, on peut les apprendre. Une intelligence artificielle demain, la fameuse avec laquelle je discute très régulièrement, me montre tous les jours qu'elle apprend à une vitesse ébouriffante. Voilà, donc il faut être humble par rapport à ça et il faut bien isoler. Ce qui est important, je pense que c'est le comportement. Je pense que j'ai un comportement qui convient à ce que les salariés attendent aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de cultiver du secret. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Moi, j'affiche pas les salaires sur les murs, mais je le dis. Je dis simplement que la seule chose confidentielle, c'est le montant d'un salaire. Le salaire, sauf le mien, puisque le mien, on est forcé de le trouver dans un rapport d'activité, donc tous les autres salaires, sauf le mien, sont confidentiels. Et je suis très à l'aise avec ça. Pour le reste, le stress, le reste, oui, j'en ai évidemment. Et puis, je ne crois pas du tout au fait que on a deux cerveaux, avec un cerveau privé et un cerveau professionnel. Moi, je réponds tout le temps à mes mails où que je sois. Et j'ai toujours, et je suis très à l'aise avec le télétravail, j'ai toujours fusionné les univers. Ça ne me pose pas de problème. Et je les fusionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais aussi amener du privé à des moments où on peut s'attendre à ce que je suis plutôt dans une journée de travail classique. Ça ne m'a jamais dérangé. Certes, c'est un privilège parce que c'est un dirigeant qui peut plus se permettre ça que d'autres personnes, j'en suis bien conscient. Mais je le dis. Voilà, c'est peut-être pas bien, mais je le dis. Le reste, comment on fait ? Moi, j'ai les mêmes hobbies, les mêmes envies que quand j'avais 10 ans. Voilà, j'ai pas changé. C'est-à-dire ? Lire, la BD, les comics, tout ce qui est vidéo, ce qui est devenu jeu sur console aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque. Je suis fils unique, donc la simulation, le what if, les uchronies, la géopolitique, l'histoire, et surtout lire. J'ai toujours fait ça et moi je pense qu'il faut garder, si on arrive à garder cet univers personnel, ça vous détend. Et puis finalement, de toute façon on va tous au même endroit. Hein. Donc c'est pas en s'étant fait plus de soucis pour du stress, il y en a, mais c'est pas grave. Il y a toujours plus important et dans les choses simples. Voilà, c'est tout. Ça marche pas, c'est pas une antidote, hein, ça marche pas, ça n'empêche pas d'être stressé, ça dit simplement que ça permet de mieux vivre les choses, voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes comme les autres DG, ou quelque part vous portez des valeurs ou des principes ou vous avez un comportement différent ? J'aime pas les autres DG. Moi, j'ai toujours été celui qui, quand il rentre dans un endroit, se met tout au fond, près de la fenêtre et du radiateur. J'ai toujours été comme ça. D'abord parce que pendant une bonne partie de ma scolarité, j'étais quelqu'un très savant, paraît-il, ont expliqué à mes parents que je ne pourrais pas faire d'études. Je leur ai rappelé d'ailleurs plus tard. Et pour autant, j'ai toujours gardé... j'ai brièvement enseigné pendant mon service militaire et les autres enseignants ne me comprenaient pas parce que moi, j'étais copain avec des gens à qui je mettais deux. Parce que c'est ces gens-là qui m'intéressaient. Moi, j'aime pas les gens qui... Enfin, pour moi, ce qui m'effraie d'une manière absolue, c'est le conformisme. Je ne comprends pas le mouton. Je ne comprends pas qu'on ne cherche pas absolument à penser par soi-même et à refuser des choses qu'on prétend vous imposer, alors que vous ne savez même pas d'où ça sort. Enfin, voilà. Donc moi, je ne rentre pas là-dedans. Et puis pour le reste, je ne suis pas quelqu'un qui a cherché à faire carrière. C'est pas bien, sans doute. Je ne suis pas association d'anciens machin truc. Je passe pas mon temps. En règle générale, je ne parle jamais de mon boulot. Et d'ailleurs, dans ma famille, la plupart des gens seraient bien normal d'expliquer ce que je fais dans une journée. C'est finalement pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la même chose que quand j'avais 10 ans. Ça n'a pas changé. Pour autant, je travaille pour les autres. Voilà. Moi, j'ai
J'ai pris des responsabilités, j'ai donc des responsabilités par rapport aux gens et je les assume. Je ne mettrai jamais quelqu'un en difficulté parce que j'ai pas fait mon boulot. Voilà, c'est ça pour moi, ma compréhension d'être un dirigeant. Maintenant, j'en fais pas ma carte d'identité. Et vous avez quand même l'impression d'être pas comme les autres DG. C'est ça que j'entends. J'essaye surtout de ne pas l'être. Pas parce que j'essaye c'est parce que ça m'intéresse pas. Et est-ce que vous n'avez pas envie d'essayer de, quelque part, d'impacter le monde des dirigeants, de quelque part d'essayer de les influencer, d'aller les emmener, d'aller les chercher pour les emmener dans votre univers, dans votre vision des choses, dans votre philosophie managériale? J'ai horreur qu'on fasse la même chose que moi. Moi, tout ce que j'ai à dire, je l'écris tous les jours sur LinkedIn. Je parle assez peu d'activités professionnelles pures, mais je parle d'angles, de thèmes, de société. Voilà, moi je donne des angles aux choses. C'est ça qui me plaît. C'est tout. Je n'ai pas à me forcer. Et j'aime bien, être chroniqueur. Ça me plairait comme métier. La chronique du temps qui passe. Pourquoi partager sur LinkedIn votre vision des choses s'il n'y a pas derrière quelque part une envie d'impacter, d'influencer, d'orienter? J'aime bien influencer, j'aime bien partager, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est ma contribution. J'essaye de dire quelque chose qui peut-être pourra intéresser d'autres personnes. Il semblerait que ce soit le cas, tant mieux. Mais je pense que dans un monde aujourd'hui qui est d'abord immensément broyé par le politiquement correct, un monde dans lequel on n'a jamais aussi peu dit les choses, et encore une fois, les choses mal nommées ajoutent du malheur au monde, hein, c'est Camus. Et on est vraiment là-dedans. Et je pense qu'il y a des gens qui en sont malheureux. Et que, à force de ne rien dire, parce qu'on a chassé tout ce qui était radical, on le nourrit. Et qu'on ferait mieux de dire les choses. Et qu'on a perdu cette capacité de se parler et de se contredire de manière respectueuse. Aujourd'hui, on est dans l'absolu contraire de tout ce que je viens de dire. Il faut faire attention à tout, parce qu'il y a forcément des spécialistes, des marchands de sirop, des spécialistes en moraline, des ayatollahs autoproclamés qui vont vous juger. Et en règle générale, on est vraiment dans une situation de darwinisme inversé. C'est ce qu'il y a de plus médiocre qui se proclame dans les tribunaux. Et ça, je trouve ça effrayant. Donc moi, je pense qu'on peut dire des choses d'abord qui détendent, qui sont larges. Pour moi, le prisme professionnel est un prisme culturel. Alors ça peut aller par un clip musical comme le commentaire d'une actualité. Et même le commentaire d'une actualité, si on le fait façon mainstream, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a jamais été aussi creux, parce que finalement, les gens qui parlent le plus sont souvent les gens qui ont le moins de culture. Et moi, je pense qu'on pourrait passer toute sa vie à lire, et j'espère bien que jusqu'à mon dernier jour, j'aurai lu. Qu'est-ce qu'on sait finalement? Pas grand-chose. Une goutte d'eau dans la connaissance aujourd'hui. Mais c'est bien. Je pense qu'il faut se resituer en disant qu'on n'est pas grand-chose. Et ça aide tellement à avancer de se dire tous les jours que on est rien, on est un élément d'un tout par contre. Et dès lors qu'on comprend un peu les choses comme ça, moi je pense que ça aide à déstresser et puis à relativiser et à avoir une meilleure vision des choses, à trouver des angles. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement pensée unique que la difficulté, c'est de proposer des angles. En disant, vous voyez, si vous voyez les choses de ce point de vue-là, c'est marrant, hein, on parle bien de la même chose. Pourtant, c'est plus du tout pareil. Et moi, je trouve, de manière générale, professionnellement ou dans ma vie, c'est ce que j'aime. Comment vous expliquez que aujourd'hui on parle beaucoup de prévention des risques psychosociaux, de bien-être au travail, de bienveillance, de management humaniste, et pour autant il n'y a jamais eu autant de gens qui sont en situation d'épuisement professionnel ou de burn-out ou de mal-être? Parce que c'est un fake. C'est tout. C'est pas vrai. Il n'y a jamais eu aussi peu d'humanisme que depuis qu'on dit qu'il y en a partout. Ça, c'est une manière de se dédouaner. Je vous dis, on s'est jamais aussi peu écouté.
Il n'y a jamais eu aussi peu de respect. C'est pas avec leur communication de bisounours que l'on va... oui, on va faire du smile management, oui, c'est super. Et ensuite, c'est les mêmes qui font du smile management, qui vont foutre une pression épouvantable sur leurs collaborateurs et qui vont chercher des têtes pour chercher des responsables de leurs échecs. Mais moi, je préfère laisser les grands mots de côté. Moi, je mets pas de smile machin truc. Moi, j'essaye de faire les choses de manière honnête. Et je dis bien j'essaye. Moi, mon boulot, c'est pas de mettre la pression sur mes collaborateurs, c'est d'essayer de les mettre dans les meilleures conditions de travail. Voilà. Et comment on aide des salariés ou des candidats, par exemple, qui veulent choisir une entreprise dans laquelle travailler, dans laquelle se projeter demain, à faire la différence entre les managers qui partagent, comme vous, comme moi, ces profondes convictions humaines, mais j'allais dire, ça paraît presque être du bon sens. C'est que du bon sens. Et des gens qui font semblant. Comment faire la distinction entre les deux ? C'est très compliqué. On est dans une époque où tout le monde fait semblant. Donc, on a des avatars. On se déguise derrière des faux semblants. On se présente pour ce qu'on n'est pas. On n'a que 2 secondes pour faire une impression. C'est compliqué. Moi, j'envie pas les jeunes d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses trappes. Il y a tellement de fausses idées, de faux humanismes, Voilà, je veux dire qu'il faut arrêter les grands concepts à la mort moelleux, et il faut être plus dans la sincérité et dans la simplicité. Et puis, il ne faut pas avoir peur de se montrer tel qu'on est, quoi. Encore une fois, on n'est pas parfait. Voilà, on n'est pas parfait, et tant mieux. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai proposé pour les vœux 2023 de découvrir ces vulnérabilités. Donc, on est bien en face par rapport à ça. Exactement, et c'est ça qui rend les gens... attachants, et c'est ça qui permet de progresser. Il faut les accepter, c'est pas facile, c'est des complexes, faut peut-être un certain âge aussi pour être capable de le dire, bien sûr. Tant mieux, l'expérience, ça sert à ça. Oui, mais il n'y a pas de vérité. Je veux dire, moi, j'ai rien trouvé, j'ai rien mieux compris que les autres, j'ai pas de recette, j'en sais rien. Je dirais simplement que à un moment donné, bon Dieu, on a un instinct et on essaye de faire les choses le plus simple possible. Et il faut parler aux gens, il faut les écouter aussi bien qu'on peut, voilà. Et puis si on les a pas bien écoutés, il faut leur dire qu'on les a pas bien écoutés. On va les réécouter. Et puis peut-être que là, ça sera mieux. Et puis c'est comme ça qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais c'est la vie, ça. Enfin, je sais pas, il y a rien de plus. Pour moi, il y a rien de plus. Si déjà tout le monde essayait de faire ça serait tellement bien. Ensuite, on va pas se la péter dans des histoires où on monte ses épaulettes, ses galons, ses machins, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On est mortel comme tout le monde, on n'a pas la science infuse, on n'est pas plus intelligent parce qu'on a des diplômes ou parce qu'on exerce telle responsabilité. Faut avoir, moi j'ai un respect fou pour les artisans, donc je suis bien dans mon métier, mais moi je vois un menuisier, je suis dingue, quoi. Je veux dire, c'est fabuleux. Oui, pour moi, c'est des magiciens, donc complètement. Vraiment, j'ai un respect pour ces gens-là, une admiration. C'est prodigieux. Et du coup, j'ai une dernière question, vraiment. Est-ce que le bonheur au travail est possible ? Oui, parce que le bonheur dans la vie est possible, tout simplement. Quand vous arrivez tous les lundis avec des gens que vous êtes content de retrouver, avec qui vous allez être content de discuter, de boire un café, déjà, c'est pas mal. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple. Mais c'est comme dans la vie. C'est la vie. Je veux dire, moi, je crois pas aux univers séparés. On est comme on est. Et puis, moi, très honnêtement, si j'ai pas eu envie d'aller voir ailleurs, et si je pense que j'ai des collaborateurs autour de moi, j'ai des gens avec qui ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On finira ensemble maintenant, hein. Ça veut dire quelque chose, je pense. Oui, c'est une histoire de vie, c'est une histoire humaine, de rencontres humaines. C'est tout. Alors ensuite, il y a des dossiers chiants, il y a des dossiers plaisir. C'est comme ça. Ça, c'est normal. C'est comme des jours, il y en a où il pleut, il y en a où il pleut pas. Pareil. Exactement. En tout cas, un grand merci, Michel, pour vous être dévoilé d'abord, parce que quelque part... vous avez joué le jeu des questions-réponses assez intimiste, mais aussi au-delà, vous avez partagé avec nous votre philosophie quelque part de vie et votre philosophie managériale.
mais quelque part c'est ça, et donc je suis certaine que vos propos, votre partage, votre témoignage va pouvoir être inspirant pour plein de personnes qui nous écoutent. Sur cette conduite de changement, ce que je vais retenir là brièvement ensemble en quelques mots, c'est d'abord qu'il y a un constat qui doit être partagé, d'une nécessité de changer. Ça, je pense que c'est le premier point de départ. Et puis ensuite, il y a une équipe qui prend des décisions et qui les assume autour à la fois des élus, on l'a compris dans le cadre de votre entreprise, mais aussi du comité de direction, et surtout qui s'appuie sur un directeur général qui va être un peu le chef d'orchestre de tout ce qui va se passer derrière. C'est également, j'ai retenu également le fait que c'est un projet d'entreprise qui est global, qui est dans une approche systémique, et surtout c'est un projet d'entreprise unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent, il n'y a pas deux projets qui se ressemblent, et il n'y a pas de à faire. Simplement, ici, là, on s'inspire de votre expérience, et évidemment, il y a impossibilité de faire un copier-coller. J'ai retenu également le fait qu'il y a une gestion en mode projet, et projet notamment de conduite de changement, avec une équipe projet constituée d'experts qui vont analyser, préparer, planifier, proposer des options à l'équipe dirigeante qui va, elle, décider et assumer les conséquences des décisions. Et dans ce mode projet, il y a également des méthodes, des règles de fonctionnement qui ont été posées et qui sont à la fois des règles qui sont valables pendant la conduite de changement, mais aussi après dans comment on vit ensemble dans cette nouvelle dimension. Il m'a semblé également très intéressant cette équipe d'ambassadeurs qui permet de faire remonter les informations du terrain, mais aussi de les faire descendre. C'est-à-dire qu'en impliquant ces ambassadeurs, ils font un peu ils jouent ce rôle de courroie de transmission quelque part, le dernier échelon, le dernier maillon, j'allais dire, d'une chaîne. Oui, ils font aussi une partie du projet. Par exemple, chez nous, ils ont choisi toutes les tonalités d'ambiance. Les couleurs, les tissus, ça, on leur avait délégué. Et ils ont également un rôle d'alerte qui me semble essentiel dans une conduite de changement et dans un projet aussi ambitieux et qui peut bousculer. Et je pense que c'est intéressant aussi de se dire que les résistances, elles sont naturelles, elles sont humaines, les inquiétudes aussi. Et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie... confiance qui anime l'ensemble de ce projet, c'est se dire que on va y arriver en équipe, et de toute façon, s'il y a des choses qui sont pas parfaites, c'est pas grave, vaut mieux que ce soit imparfait mais fait que pas fait du tout. Et je trouve que c'est vraiment également une approche très ancrée terrain, très pragmatique, très inspirée du bon sens, avec à la fois un volet technique qui est indispensable et qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer parce que c'est la réalité du projet, mais aussi un côté très humble et humain et terrain, où finalement on observe les choses et on en tire des conclusions pour essayer de prendre les meilleures décisions ou les moins mauvaises. C'est ce que j'entendais aussi. L'enjeu de la communication, informer, rassurer et donner envie, je pense que c'est un point également extrêmement important dans la conduite de changement, et notamment de ce type-là. Fêter les petites victoires, célébrer les étapes d'avancement dans le projet, je pense que c'est également ce qui permet de maintenir toute une équipe fédérée autour de ce projet. C'est pas grand-chose à faire, ça coûte rien, mais ça marche bien, ça. Oui, je crois aussi. J'ai aussi entendu le fait qu'il peut y avoir des projets connexes ou des conséquences parfois qu'on découvre pendant la mise en œuvre, et qu'il faut intégrer dans le projet global d'entreprise. Et il ne faut jamais minimiser ni les impacts pratico-pratiques, j'allais dire, techniques, ni les impacts psychologiques. Et finalement,
faire confiance en l'être humain, qui trouvera des solutions, qui y arrivera, qui avec le temps arrivera également à s'adapter. Et donc la question du délai, elle est importante. C'est aussi se donner le temps nécessaire pour que le changement, l'adaptation. Si on peut, effectivement, parce que toutes les entreprises ne l'auront pas, mais si on peut, il faut se le donner, oui. En tout cas, je pense que c'est un point essentiel pour la réussite d'une conduite de changement de ce type. Faut pas non plus que ça dure 10 ans, hein, parce que un projet, ça se dilue, ça s'essouffle. Donc il faut trouver le bon rythme. Hein. On est dans une course de fond, on n'est pas dans un sprint, ça c'est sûr. Pour autant, il faut trouver sa foulée, parce qu'il faut que ça reste motivant. Donc à un moment donné, les meilleures intentions du monde, elles finissent par se détourner, et puis le soufflet, il finit par retomber. Donc, et on peut pas toujours relancer le soufflet par un petit événement de com ou par un petit teaser. Ou des fois, ça finit par se voir quand même. Hein. Et je pense qu'un point également important, c'est de se dire qu'il y a bien un pilote unique qui assume les responsabilités, qui prend les décisions à chaque étape clé du projet, et que ce pilote, il peut aussi, et on l'encourage, à s'entourer, que ce soit des ressources internes ou des ressources externes, ne pas avoir peur de faire appel. Alors certes, ça peut être un budget, mais ne pas avoir peur de faire appel aussi à des experts, que ce soit des experts techniques, humains ou en conduite de changement, en tout cas des personnes qui vont pouvoir apporter des ressources et leurs connaissances, parce que eux, ils sont déjà passés par ces étapes-là avant, et donc ils ont appris et ils ont des choses aussi à nous transmettre. Et puis enfin, j'allais dire deux points, le rôle du management et de la direction des ressources humaines pour réussir à accompagner au mieux les salariés qui de toute façon sont troublés, et j'allais dire, comme dans tout changement, il y a on gagne, on perd. Le but, c'est que tout le monde réussisse à gagner à la fin, mais c'est vrai qu'il y a forcément des choses qu'on peut être amené à perdre. Mais l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des gages, des garanties ou entre guillemets des compensations, et de se dire qu'à la fin, même s'il y a certes, on est peut-être un peu plus loin de chez soi, par exemple, mais on a des conditions de travail qui sont beaucoup plus adaptées et qui nous permettent une plus grande efficacité et un mieux-être au quotidien. Oui, et le côté réglementaire des RH qui est important, parce que avec ce genre de projet, on attaque vite des modifications substantielles du contrat de travail. Involontaire, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est aussi la casquette réglementaire, donc c'est le cas du DRH, qui effectivement va dire oh, attention, si on le fait comme ça, par contre, il va falloir au minimum réécrire telle ou telle chose, parce que bon voilà. Et ça peut vite arriver dans ce genre de projet. Bien sûr. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire qu'une fois que le projet est mis en œuvre, c'est intéressant de faire une évaluation à chaud, à froid, d'avoir des clauses de revoyure et de s'autoriser à ajuster le projet en fonction des besoins, et puis aussi en fonction de l'environnement qui lui-même évolue. Et quelque part, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue, une dynamique de changement entre guillemets permanent, puisque ce qu'on a mis en œuvre là nécessitera probablement encore des évolutions à venir, puisqu'on est dans un environnement qui change et qui change très vite. Oui, et puis c'est des locaux qui bougeront plus facilement que les locaux qu'on avait avant. Donc de toute façon, même s'il n'y a eu qu'un projet d'entreprise, il est possible qu'il y ait quelques épisodes supplémentaires dans quelques années. On refera quelque chose, on changera quelque chose. Et il ne faudra pas oublier la dynamique qu'on avait quand on a construit, parce qu'il faudra s'en réinspirer. C'est bien, une série qu'on a bien aimée, il y a une nouvelle saison, on est plutôt content. Alors oui, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve d'accord, très bien, mais on est content quand même. Donc voilà, il ne faut pas perdre ces réflexes-là. D'où l'intérêt aussi, à la fin d'un projet comme ça, de formaliser, de structurer, de faire en sorte qu'il y ait une traçabilité de ce qu'on a fait, parce que ça permet d'abord d'avoir un regard critique, mais aussi de transmettre. D'abord, ça fait partie de l'histoire de l'entreprise, l'histoire de la vie de l'entreprise, et ça permet également de s'y référer si à un moment donné on a des nouvelles choses à mettre en œuvre. On n'est pas obligé de réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois. C'est ça, c'est un projet technique avant toute chose. Hein. On peut ensuite en faire une aventure humaine, mais les meilleures aventures humaines sont quand même plutôt câblées. Sinon, ça peut vite devenir assez dangereux et on peut s'échouer assez facilement. Donc d'abord, c'est un projet qui est écrit,
qui est câblé, avec une phase d'expression des besoins rigoureuse, avec voilà, c'est quand même un projet technique. Maintenant, si ce n'est qu'un projet technique, ce n'est pas suffisant. Mais si c'est pas un projet technique et que c'est un projet humain, c'est pas suffisant non plus, parce qu'on va se planter. Donc il faut pas oublier, les deux vont bien ensemble. Oui, c'est un projet global. Exactement. Est-ce que vous avez un autre sujet à rajouter, Michel? Est-ce que c'est un bon résumé? Dans une prochaine conversation sur un autre sujet. Et est-ce qu'il y aurait une personne que vous souhaitez me conseiller d'inviter? Vous vous dites, là, je pense qu'il peut apporter quelque chose d'intéressant à ce podcast. Boris Baker n'étant pas disponible, Peter Parker n'étant pas réel, un peu compliqué, et puis n'aimant pas beaucoup mes homologues, j'espère qu'ils ne vont pas écouter. Ben voilà le genre de truc où je suis un peu embêté, tiens. Bien fait pour moi. Bien fait pour moi. Non, mais parce que moi, j'avais pas posé la question avant. C'est parce que voilà, j'ai pensé à ça. Le problème des Mavericks, c'est que comme ils se mettent volontairement un peu à l'écart du troupeau, quand on leur demande t'as un copain, pas là, non. Pas de souci. En tout cas, un grand merci pour la qualité de cet échange. J'ai beaucoup apprécié l'authenticité et la sincérité, tout simplement, de vos propos. Moi, je sais pas trop faire autrement, donc bon, c'est pas. Merci en tout cas, et à bientôt. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette incroyable interview de Michel Clerc. J'espère que vous avez appris énormément de choses sur la conduite de changement et que vous avez maintenant toutes les clés pour faire d'un déménagement d'entreprise un véritable projet stratégique d'entreprise et une belle aventure humaine. Je vous dis à très vite pour le prochain interview. Mon invité est Pascal Guérinet, le DRH du groupe Domitis. Je vous dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.